Et voilà, c'est parti. Bonjour Chita, Bonjour. merci beaucoup d'être avec moi pour ce tout premier épisode en plus de Haute Culture. Donc vraiment un gros big up à toi parce que pour tout te dire, je voulais absolument un DJ, une DJ avec moi. Je pense que je vais pas le dire tout de suite pourquoi, mais je le dirai sûrement après. Et pour tout te dire, tu es la première personne à qui j'ai écrit. Et tu m'as répondu hyper vite. Donc, j'ai pas écrit à d'autres DJ. Et donc, je suis grave content que tu sois avec moi pour cet épisode. Si je dois te présenter hyper rapidement, parce que finalement, l'idée de la causerie, c'est de faire connaissance avec toi. Donc, tu vas te présenter tout le long finalement. Mais si je reprends ta page Insta, tu te présentes comme curatrice, curatrice culturelle, cultural curator et DJ. Bon, à ça, je pourrais rajouter collectionneuse, fondatrice du média Black Square, c'est pas dans l'ordre, hein. Ouais. Organisatrice des soirées Trap Africa. Euh, En fait, j'ai l'impression que tu as plein de passions, plein de projets. Est-ce qu'il y a une façon dont tu n'aimes pas qu'on te présente, dont tu n'aimes pas être présenté? Peut-être je vais pas dire que je n'aime pas être présenté, mais plutôt je n'aime pas être qualifié de quelqu'un qui fait trop de choses et qui sait pas ce qu'elle veut. Hmm, intéressant. Intéressant parce que une des raisons où je voulais t'avoir avec moi, c'est que je me projette pas mal dans ce que tu présentes de toi en tout cas. Je me retrouve pas mal et du coup, j'aime beaucoup cette réponse que tu fais là. Euh, pour rentrer dans ton monde, je te présente, non, je te propose de faire un petit voyage dans le temps et de revenir dans le chez-toi que tu avais, allez, on va dire, tu avais 6 ou 7 ans, si tu peux te projeter. Et Oui. euh, si tu arrives à te projeter jusque-là, nous décrire, nous décrire où on est et surtout les bruits, les sons qu'on y entend et les odeurs qu'on sent. À 6 7 ans, on est au Cameroun. On est où au Cameroun? On est à Douala, très précisément. On est dans la maison où je vivais avec mon père, ma mère et mes sœurs à cet âge-là. Maison devant laquelle j'ai eu l'occasion de repasser en mars dernier parce qu'entre-temps, on avait déménagé. Les bruits, j'entends beaucoup de bruit. J'entends le bruit de mixeurs. J'entends le bruit de mixeurs à la cuisine. J'entends le bruit des pilons. Enfin, les pilons, c'est ces espèces de mortiers en bois qu'on utilise Mhm. pour les légumes. J'entends quoi d'autre? Donc les bruits sont très liés aux odeurs du coup. Oui, pour le coup, oui. Pour le coup, je m'entends jouer avec mes sœurs. Je nous entends nous disputer pour savoir qui va garder le jouet, la poupée ou je sais pas quoi. Vous êtes combien de sœurs? On est trois. Vous êtes 3 sœurs, t'es quoi? T'es la plus grande? Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et si j'avais 6 ans, ça veut dire que la dernière avait 2 ans. Donc, elle est encore en train d'apprendre à marcher. Ok, excellent. Ouais. Ouais. J'ai ça en tête. Je vois la bibliothèque. La bibliothèque dans le salon, là. Ouais, les deux bibliothèques parce que mon père avait deux gros meubles qui ressemblaient à des. C'est marrant comment c'était fait. Ça ressemblait à des immeubles, mais c'était des bibliothèques. Ok. Et- Pourquoi tu parles des bibliothèques? Pourquoi tu les vois? Parce que du jour au lendemain, elles ont disparu. D'accord, ok. Quand on a déménagé, j'ai arrêté de les voir. Je ne sais pas si mon père avait décidé de s'en séparer, mais je me souviens qu'on avait vraiment deux bibliothèques distinctes, une qui était noire et une qui était marron. Et vraiment, la manière dont c'était fait, on aurait dit l'espèce de building new-yorkais, la manière dont c'était fabriqué. Et je me souviens juste qu'il y avait tout plein d'encyclopédies à l'intérieur. Encyclopédie, ouais, il y avait tout plein d'encyclopédies. Il y avait aussi quelques BD, enfin, c'était mes BD. Mais ouais, ça prenait quand même de la place dans le salon. Il y avait la télé, la table à manger qu'on a très vite délaissée quand on a commencé à grandir. Euh, ouais, ça, c'est les choses qui me viennent comme ça.
Peut-être qu'un autre son qui me revient, c'est chez nous, tu as beaucoup de cordonniers ambulants. C'est-à-dire, tu as des cordonniers qui se baladent et qui ont des espèces de petites caisses où ils rendent leur matériel. Et pour faire savoir qu'ils sont là, ils cognent dessus. Mhm. Donc, en gros, quand tu entends le son du cordonnier, tu sais qu'il y a un cordonnier dans le coin. Et si tu as une chaussure à faire réparer, tu sors pour voir s'il est à côté et tu l'interpelles pour qu'il répare ta chaussure. Et après, tu le payes. Donc, je sais que j'entends aussi, je réentends aussi ce son, en fait. Ouais, ouais. T'entends quelle langue? Et quelles langues sont parlées à la maison? C'était le français, hein. C'est français? C'était le français et peut-être ma mère qui parlait le boulou parce son peuple c'est les boulous. Ok. Elle parlait ça des fois je l'entendais parler ça avec mes oncles, mes tantes ou ma grand-mère quand elle les avait au téléphone ou quand ils venaient à la maison. Et sinon avec mon père c'était français. Ok. Ils faisaient quoi tes parents? Ma mère travaillait dans la fonction publique, elle travaillait au cadastre, tout ce qui est terrain, immobilier, etc. Et mon père il travaillait en banque, il travaillait à la Banque centrale. Travailler à la Banque centrale. Enfin, c'est un peu l'équivalent de la Banque de France ici. Ok. J'ai entendu dans un podcast. C'était un podcast ou c'était, je sais plus, si c'était sur avec Kiemis ou avec sur les les bruyantes, ouais. Ouais, Euh, où tu racontais que quand ta mère devait partir faire des courses ou quoi, elle te laissait devant une VHS de Michael Jackson, c'est tout ça? à fait. Mais du, du coup, dans les bruits qui te viennent, les sons, t'as pas forcément de musique. Il y a de la musique. Ah, bon, j'avoue, quand tu m'as dit bruit, moi, j'imaginais vraiment. Oui, j'ai dit bruit, j'ai pas dit son, c'est vrai. Non, non, si c'est au niveau de la musique, il y a deux choses qui me frappaient. C'est que, par exemple, au Cameroun, on avait une seule chaîne de télé à cet âge-là, Mhm. la chaîne de télé nationale. Et je me souviens que les dimanches soirs, il y avait de la musique classique. Concert de musique classique. Et je me souviens que ça me saoulait parce que ça voulait dire que j'allais m'ennuyer, j'avais rien à regarder. Donc à chaque fois qu'il y avait la musique classique, on sortait, on allait s'asseoir à la véranda en mode ah, vas-y, il y a rien à la télé pour nous. Et sinon, effectivement, tu avais du Michael Jackson, tu avais de la musique camerounaise, du Makossa, du Bikuti, du Ben Sikin, qu'on écoutait beaucoup à la maison. À l'époque, on avait une nounou, elle était de l'ouest du Cameroun. Donc, elle nous faisait écouter principalement de la musique de chez elle. Et comme ma mère était Boulou, bon, chez Boulou, c'est plus le Bikuti, donc c'est plus le Bikuti qu'on écoutait. Et comme on vivait à Douala, c'est le Makossa. Donc, c'était un peu un mélange de toutes ces influences-là. En tout cas, à mes 6 7 ans, c'était ça qu'on écoutait principalement. Et mon père, lui, c'était plus funk américaine, même Michael Jackson, c'était lui, Ok. des choses qui venaient d'ailleurs, quoi. Il avait eu sa période pas de def. Clairement, hein. Ouais. Clairement, clairement. En plus, là, il a vécu ici, il a fait ses études en France. Ok. Donc il y avait tout. Son chanteur préféré, c'était Johnny. Donc, Ouais. Ok. il y avait toutes ces influences-là que lui, il avait de son côté, quoi. Et lui, il est de quelle ethnie? Lui, il est d'origine togolaise. Il est d'origine togolaise, d'accord. Il est d'origine togolaise. Il est Mina. En tout cas, c'est comme ça que je sais qu'on les appelle. Ok. Et c'est juste qu'il est né au Cameroun et il a fait une partie de son enfance au Cameroun avant de venir poursuivre ses études en France. Ok. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs de... Tu sais, on est sur haute culture, donc je suis obligé de te parler tout de suite d'hospitalité. Ouais. Euh, Est-ce que pour toi, quand tu entends ce mot, et on reste là dans cet univers enfantin, est-ce que ce mot-là, tu l'associes à des moments marquants? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. On va dire peut-être dans l'enfance, quand on allait passer les vacances chez ma grand-mère tous les étés, et que ma grand-mère, elle vivait à Yaoundé, et que tous les enfants du quartier, c'était comme nos frères et sœurs, en fait. C'est vraiment, tu pouvais rentrer dans toutes les maisons, tu pouvais aller manger chez l'autre. C'était assez contrasté par rapport à là où nous on vivait, là où c'était déjà assez à l'occidental. C'était un peu chacun déjà chez lui, etc. Là où quand on allait chez ma grand-mère, c'est vraiment
limite, elle nous grondait pour qu'on rentre à la maison parce qu'on était tout le temps dehors. On était tout le temps dans le quartier. Donc, Qui n'était il y pas le a cas, personne. voilà. Ouais, à Douala, c'était vraiment. Déjà, il y avait la notion de barrière. Tu as une barrière à l'entrée, tu as une sonnette, etc. Là où chez ma grand-mère, Ouais. c'était ouvert. Tu vois, c'est vraiment ouvert, vient qui veut, quoi. Ok, Et en ok. plus, ma grand-mère, elle était infirmière. Donc, du coup, c'était un peu l'infirmière du quartier. Donc, chaque fois que quelqu'un était malade avec un truc vite fait, c'est chez elle que les gens venaient, en fait. Donc, ça crée quand même cette espèce de proximité où vraiment tout le monde entrait partout, quoi. Toi, tu arrives en 2010 en France, c'est ça? C'est T'as quel âge du coup en 2010 quand tu arrives? 21. T'as 21 ans, tu viens pour les études? Ouais, Donc à Lille, hein, je crois que c'est ça que tu débarques à Lille. Ok. Et c'est directement pour l'école de commerce? C'est à Lille? direct. Ok. Et Ouais. là, qu'est-ce qui se passe dans ton monde, à toi, dans ta tête? Ce qui se passe dans ma tête, c'est qu'il fait froid, que je suis loin de chez moi, que je dois adopter de nouveaux codes. Parce que pour te donner un exemple, peut-être que ça va revenir aussi avec le sujet d'hospitalité dont tu parlais. Au Cameroun, quand tu prends les transports en commun, par exemple, quand tu prends un taxi, tu prends pas un taxi seul. En gros, les chauffeurs de taxi, ils prennent plusieurs passagers qui vont dans la même direction. Généralement, quand tu rentres dans un taxi et qu'il y a déjà quelqu'un à l'intérieur, tu dois dire bonjour aux personnes Ah, ah. Et ici, tu vas pas faire ça quand tu vas rentrer dans le RER ou dans le métro. Pourtant, nous, c'était avec mes anciens camarades, c'était un réflexe qu'on avait de bon, on entre dans les transports, on dit bonjour. On voit tout le monde qui nous regarde bizarrement. Pourquoi ils nous disent bonjour? Tu vois? Donc, c'est un peu ce truc où tu dois t'adapter à d'autres manières de faire, tu dois t'adapter à d'autres, même le sens des mots. Les mots n'ont pas le même sens selon que tu es au Cameroun ou que tu es ici. Typiquement, au Cameroun, quand quelqu'un te dit je m'en fous, c'est très irrespectueux. Ici, c'est je m'en fous, c'est léger, tu vois. Mhm. C'est des choses auxquelles j'ai dû, par exemple, m'habituer. Puis on me dit je m'en fous, je dis, comment ça, tu t'en fous, tu vois. Mhm. Donc, c'est ça, c'est trouver ses marques. L'hiver, ça a été très dur. Je sais que le premier Noël a été très, très, très dur. D'être loin de la famille, c'est dur aussi d'être loin de la famille. Bien sûr. T'as pas ce désir-là d'émancipation et tu te dis, waouh, ça y est, je suis toute seule. Il y a quand même déjà un peu de ça, mais c'est vrai que oui, tu peux être toute seule, mais tu as quand même envie de faire communauté quelque part. Tu vois, tu as quand même Tu envie connais de... personne quand t'arrives. Oh, non, Ah ouais, ok. non, 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 non. C'est vraiment, je me revois encore mon premier jour à l'école. J'entre dans un amphi, et réflexe, hein, la première personne noire que je vois, je me demande est-ce que je suis dans le bon amphi. Parce que j'ai peur de poser la question aux gens, en fait. Ah, Au final, on s'aperçoit qu'elle et moi, on s'est trompé d'amphi. Elle aussi, elle venait d'arriver, mais elle arrivait de Côte d'Ivoire. ok, ok. On sort toutes les deux de l'amphi et quand on sort, on croise d'autres camarades à elle qu'elle avait, mais en Côte d'Ivoire, qui sont aussi dans la même école. Je me suis accroché à eux. Ah ouais, J'ai dit, ouais, on forcément. a la même expérience, on ne sait pas où on est, on ne sait pas comment ça se passe, On a donc froid tous. voilà. Clairement, Ah, ah. clairement, venez, on marche ensemble, comme ça on va essayer un peu de trouver nos marques, quoi. Mais là, quand t'arrives, déjà, c'est quoi? Tu dis, allez, je fais mes années d'école et après je rentre au pays. Ou et, est-ce que déjà est-ce que t'as un projet ou en vrai tu y vas parce que c'est comme ça, tu suis quand t'es dans un cursus sans trop l'interroger en fait. Ouais, je suivais un peu le mouvement, hein, parce que Ah, même la manière dont je viens en France, enfin, parce que j'étais d'abord à l'université, j'ai d'abord fait 3 ans d'université au Cameroun jusqu'à à la Yaoundé? licence, ouais, à Yaoundé. Ah, Et c'est ma mère qui me dit en licence Marine a fait quand même les concours. Donc, parce que moi, je me disais, bon, on n'avait pas forcément eu la conversation et je sais que c'est des projets, ça demande de l'argent, etc. Donc, dans ma tête, vu que j'avais pas eu la conversation avec mes parents, je ne m'attendais pas nécessairement à ce qu'ils soient en mesure de m'envoyer à l'étranger. C'est vraiment au début de la licence,
je parle avec ma mère du fait que j'ai des camarades qui sont en train de faire des concours. Elle me dit, fais quand même les concours et on verra. Donc, je fais les concours, je les passe, j'arrive en France. Et dans mon parcours, c'est un peu bon. Tu suis les cours, tu fais tout pour obtenir ton diplôme, tu vas éventuellement chercher un travail. Mais c'est vrai que dans ma tête, je ne m'imaginais pas nécessairement rester aussi longtemps. Je ne m'étais pas projeté à ce point, on va dire. Pas projeté à ce point. J'étais plus dans une démarche de bon, je viens, je prends la connaissance et s'il fallait que je retourne au Cameroun, bon, je retournerai au Cameroun en fait. Est-ce que déjà, parce qu'on va aller tout doucement vers tu me vois venir vers ce sujet-là du processus de créativité, de Ouais, création, ouais, euh, rentrer dans les coulisses de ton laboratoire, là. Hein, tu vois, j'y rentre à petits pas, t'as vu? Je commence ouais. de loin, je vais m'approcher tout doucement. Euh, Est-ce que déjà à Lille, je sais pas, est-ce que tu commences déjà avec tes collègues ivoiriens ou pas à Ouais. organiser des soirées, même informelles? Est-ce que déjà tu dessines, tu composes, tu chantes? Je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà des activités, des passions comme ça autour de la création? Les activités, les passions autour de la création, je les ai depuis la classe de seconde au Cameroun. Raconte-moi. En seconde, je suis avec un camarade de classe qui est assez calé en informatique, qui me passe un CD sur lequel il y a un logiciel qui s'appelle Photofiltre, qui est pour moi un peu l'ancêtre de Photoshop pour moi. Je commence à toucher un peu le graphisme avec ça à la maison, à m'imaginer demain créatrice de je sais pas quelle marque de streetwear, etc. En classe de première, je commence à, je me souviendrai toujours, c'est un samedi après-midi. Je sors de ma classe, je vais parce que nous on était au premier étage, tu avais les classes de seconde au rez-de-chaussée. J'arrive au rez-de-chaussée, je croise des gars que je connais de vue. Bon, c'est des gars qui redoublent la classe. Donc, à un moment donné, on était dans la même classe. Je les vois, je dis, ouais, je les entends parler. Je les entends parler et je les entends dire studio, etc., maison et tout. Je dis, bon, les gars, qu'est-ce que vous faites? Ah, on forme un groupe de rap. Je les regarde, je dis, je peux venir? Ils me disent oui. Je dis, OK, ils me donnent l'adresse. Ils me disent, tu arrives à tel endroit, tu appelles, tu vas arriver, etc. Et quand j'arrive là-bas, c'est vraiment en gestation. C'est vraiment, personne ne sait exactement ce qu'il a à faire. C'est juste que celui qui nous réunit tous, il a son ordinateur, il a le logiciel Cool Edit, qui est l'ancêtre d'Adobe Audition, et il a un micro de jeu de PlayStation qu'il a récupéré quelque part. Donc, on est posé comme ça, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va enregistrer des morceaux. Moi, j'avais déjà commencé à écrire, donc j'avais un gros classeur avec tout plein de textes qui traînaient dedans. Je me dis, bon, on va écouter les instrumentaux, on va essayer de caler des trucs. Et c'est comme ça que, au bout de 4 5 morceaux, la structure du groupe se forme. On est 5 6. Et pour moi, naïvement, je me dis, on va enregistrer là, on va écouter entre nous, c'est sympa. C'est pendant les vacances, c'est cool. Sauf que je reviens à la rentrée et je me rends compte que on a trouvé un nom de groupe. On a fait, parce que lui aussi il touchait un peu les logiciels, donc on a fait la pochette d'un projet. On a gravé des CD et on commence à les distribuer comme les mixtapes qu'on distribue aux camarades de classe. Donc moi je leur dis, les gars, c'est sérieux votre... Ils me disent, ouais, tu crois que tu es venu enregistrer pourquoi? Je dis, ok. Comment Donc s'appelle le groupe? le groupe s'appelle Air Force. Air Force. La plupart des gars étaient très fans de Nike à l'époque. Très, très, très fans. Nike, Jordan, c'était vraiment leur truc. Donc, on commence comme ça, sachant que moi, entre-temps, j'étais déjà un peu connu à l'école parce que je faisais aussi de la danse. Donc, on va dire que le premier truc par lequel on me connaît, c'est la danse. Puis, je m'essaye un peu au rap. Le graphisme, c'est vite fait à la maison avec photofiltre, etc. Donc, ça, c'est à l'échelle de quand j'étais en première et terminale. Et quand j'arrive à l'université, on passe un step au-dessus parce que j'ai trouvé le moyen de faire savoir à tout le monde sur le campus que je faisais tout ça sans même nécessairement avoir à le dire. Et je m'explique. Euh, J'arrive à l'université. Il y avait un gars dans ma classe qui était un peu le rappeur de la fac. C'est-à-dire que
C'était la star. On sait que lui, il travaille en studio, il est pro, etc. Et moi, je voulais faire savoir que je rappais, mais j'avais trop peur d'aller dire directement aux gens. Parce que bon, c'est aussi des endroits où on se moque facilement, en fait. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais demandé à mon pote chez qui on enregistrait le modèle du micro qu'il utilisait. Il me l'a dit, je suis allé l'acheter. Et à l'époque, en première année à l'université, je vivais avec mon père à Yaoundé. Parce qu'il avait été affecté à Yaoundé. Et comme mon université est à Yaoundé, je vis avec lui. Et la nuit, quand il dormait, j'ai enregistré une mixtape dans ma chambre. Non. Je me vois avec mon ordi, le logiciel, le machin, parce qu'à force de faire des sons avec les autres gars, je savais maintenant comment on fait. La qualité, elle n'était pas ouf, mais vas-y, on se débrouille avec les paramètres pour que ça sonne un peu potable. Et qu'est-ce que j'ai fait pour faire savoir que je rappais? Il y avait un autre gars sur le campus qui était un peu le plug. Si tu voulais les derniers films, les dernières séries, les derniers albums, etc., lui, il avait son truc de téléchargement peer-to-peer. Il laissait ça tourner toute la nuit. Tu allais chercher toutes les nouveautés chez lui, tranquille. Donc, je savais que si je voulais que ma musique soit diffusée, il fallait que je par lui. Et c'est quelqu'un qui laissait l'accès à sa chambre assez facilement, hein. C'est-à-dire qu'il y a des jours, il n'est même pas là, il s'en fout, la porte est ouverte, tu rentres, tu prends ce que tu as à prendre et tu sors. Donc, j'ai profité d'un jour où il n'était pas dans sa chambre, il n'y avait personne. J'ai pris ma petite clé USB avec mon petit projet que j'avais enregistré, ma petite pochette que j'ai fait sur Photofiltre. Je plug dans l'ordi, je pose le projet sur son bureau, je disparais et je dis rien à personne. Une semaine plus tard, les gars qui sont un peu les leaders d'opinion et qui traînent avec lui viennent me voir en mode « Ah, mais on savait pas que tu rappais, on a vu ton projet dans l'ordi de l'autre, etc. Mais franchement, c'est bien, etc. » Et ça arrivait aux oreilles de la star du coup. Il me dit « Il faut qu'on fasse un truc ensemble. » Moi, j'étais refait, j'ai dit « Ah, mon plan, il a marché. » J'ai atteint ma cible. Du coup, on se retrouve, parce que lui aussi, il était de Douala, donc pendant les congés de Noël de cette année-là, on se retrouve à Douala. C'est lui qui m'emmène pour la première fois dans un vrai studio d'enregistrement, parce que j'avais jamais fait ça. On arrive dans le studio, il m'avait déjà fait écouter les instrus, on avait déjà écrit et répété nos couplets. Donc moi, quand j'arrive, bon, tu commences à prendre un peu tes aises, à maîtriser comment ta voix doit sortir, etc., à pas trop crier, à savoir t'entendre, etc. Et une fois de plus, naïve, je me dis, bon, les deux morceaux qu'on a enregistrés, c'est bien, mais ça va rester dans notre petit cercle des camarades de classe, etc. Sauf qu'on enregistre le morceau en... C'était à Noël. Ouais. Attends, est-ce que c'était à Noël? C'était pas à Noël, c'était les vacances d'été. On enregistre le morceau pendant les vacances d'été. Et ces mêmes vacances d'été-là, j'ai une lubie, je me dis, oui, à la rentrée, il faut que j'organise un défilé de mode sur le campus. Faut que je fasse une création chorégraphique. Donc, c'est-à-dire, j'ai 3 mois de vacances, je me dis, il faut que je m'exprime. Je ne dormais pas la nuit, je faisais que faire ça, etc. Donc, quand on arrive à la rentrée en septembre, à rentrer pour la deuxième année, on nous annonce qu'il faut qu'on organise une soirée culturelle. Donc, moi, j'avais déjà mes petites billes qui étaient prêtes de, si vous voulez, j'ai des idées pour la programmation, je propose. Et on me dit, OK, on va prendre ça, ça et ça. Je dis, OK. J'arrive sur le campus à la rentrée, je m'aperçois que le morceau a tourné, tout le monde l'a dans son téléphone. Mais non. Tout le monde l'a dans son téléphone, les gars ont fait circuler. Ça devient le truc dès qu'on me croise dans le couloir. Ah, Chita, Chita. Ah, oula, oula, oula. C'est déjà ton blaze, déjà à l'époque? C'est déjà mon blaze à l'époque. J'ai Ok. choisi ce blaze-là quand j'étais en quatrième. D'accord. Ah ouais, ok. Le guépard, c'est ça l'idée? Tu sais? Le guépard. Oui, Le... le guépard, ouais. Ouais, Le c'est l'idée, guépard, ouais. ouais. Ouais, ouais. Donc j'arrive, le morceau il commence déjà un peu à tourner, on commence un peu à m'identifier, sachant que sur le campus, on me connaissait surtout pour la danse, mais pas encore pour le rap. Et vient la fameuse soirée culturelle où je prépare les t-shirts pour le défilé parce que je les faisais moi-même avec du papier transfert, faire repasser, etc. La totale, quoi. Ah ouais. La soirée culturelle arrive, je cours avec je finis les derniers t-shirts genre 10 minutes avant le défilé parce que tu connais, on n'est jamais à l'heure. Je cours, j'apporte les t-shirts à tout le monde. Le défilé se passe, moi je suis en coulisses, j'entends juste les cris, j'entends les cris des gens, etc. Je sors pour faire le salut, merci. Je retourne en loge, on me dit non, ne te change pas tout de suite. Ton morceau avec Lix, parce que l'autre rappeur s'appelle Lix. Ton morceau avec Lix, c'est tout de suite. J'ai dit quoi? On dit ok, je ressors.
Je ressors, on fait le morceau. Je crois que je n'avais jamais imaginé vivre un moment où tu as une salle de près de, allez, 700, 800 personnes qui connaissent ton couplet par cœur. La première fois que tu le Mais chantes. non. Ah ouais, Donc, moi, regarde, c'est comme ça. Je fais mon truc, mais je me dis, c'est pas possible. c'est fou. C'est pas possible. Tout le monde qui chante en chœur, tac, tac, tac. En plus, le morceau était assez fédérateur. C'était un truc un peu en hommage au Cameroun, à la culture camerounaise, tu vois. Et c'était du Dirty South, parce qu'à l'époque, c'était Dirty South qui était vraiment à la mode. Donc, ça crie, ça crie. Moi, je dis, OK, OK, d'accord, OK. Je finis le morceau, je retourne en loge, je me dis, bon, c'est bon, là, je peux me reposer. On me dit, non, 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 la chorégraphie, c'est maintenant. Je ressors, on fait la chorégraphie, on fait le truc, sachant que même le sound design de la musique qui accompagne le truc, c'est moi qui l'ai fait, etc. Donc, quand j'ai fini tout ça et que la soirée s'est terminée, j'étais devenu un ovni sur le campus. On dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Une seule personne n'est pas capable de faire tout ça. Je dis, moi, j'ai du temps libre, en fait. J'ai des idées et du temps libre. Comment on se projette un peu? Est-ce que tu Ouais. as déjà le look que tu as aujourd'hui ou pas du tout? T'es comment? J'en étais déjà, oui, assez proche. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui était à la mode? À l'époque, c'était tout ce qui était un peu, t'avais un truc de la côte ouest américaine, là, le jerk, avec Ouais, les pantalons skinny, très serrés, très colorés, chemise à carreaux très colorée. Ouais, j'étais déjà, ok. voilà. Et vraiment, on me prenait vraiment pour la folle du bus, hein, on dit. Parce que, tu vois, enfin, je viens d'un endroit où les codes sont assez classiques. C'est vraiment sobre, etc. Moi, j'arrive avec mes trucs hyper colorés, etc. Ton père, il te suit dans ces délires? Non. Ah, Non. mon père, banquier, hein, Et c'est ouais, il valide pas du tout le c'est père. plus, c'est plus ma mère qui était un peu au courant. Ok. Elle était un peu au courant. Et s'il y a bien quelqu'un qui m'a toujours encouragé, c'est elle. Même quand j'ai commencé à mixer, hein. Quand j'ai commencé à mixer, quand j'ai commencé à faire de la prod, etc., oui. Toujours vas-y, exprime-toi, en fait. Et vas-y, excuse-moi. Non, 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 mais que j'avais posé aussi cette question assez immédiatement. Tu parles de ton groupe où il y a que des gars. Ouais, Là, c'est un gars. Il y a, ouais. dans ton histoire, il y a que des gars. T'es la seule femme en fait. Est-ce que ou est-ce qu'il y a d'autres filles? Au niveau de la danse, il y avait des filles Au aussi. niveau de la danse, ouais. Ouais, au niveau de la danse, il y avait des filles aussi. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment que c'est comme beaucoup de choses, c'est-à-dire que on va dire que les garçons ont moins peur ou sont moins jugés lorsqu'ils essayent des choses. Donc c'est pour ça que très naturellement, je vais avoir plus de probabilité de tomber sur des gars. Mais c'est vrai que même de ma période rap, avec ce groupe-là, il n'y a jamais une fille qui nous a approchés pour faire un truc avec Mais c'est quoi toi? T'as pas peur du regard de l'autre ou t'es tellement dans tes trucs que en fait t'en oublies presque qu'il y a des gens autour de toi. C'est quoi l'approche en fait? Pour moi, je pense que c'est un peu des deux, hein. Et je sais qu'il y avait une part de moi qui, parce que c'est vrai, quand tu parles même des sons de l'enfance, moi, quand j'entre au collège, enfin, quand j'entre en sixième, le hip-hop s'empare de moi totalement. C'est-à-dire que je veux toucher à toutes les disciplines. Je me dis non, c'est pas possible. Je peux pas regarder juste toutes ces stars, Busta Rhymes, Missy Elliott, etc. à la télé et ne pas essayer de reproduire ce qu'ils font. Donc ça commence par la danse, puis je me dis bon, le rap aussi, je peux essayer de m'y mettre. La production, ça arrivait un peu plus tard. Le graphisme, c'était ma manière de toucher au graffiti parce que je savais pas dessiner en soi. Mais il y a toujours un truc qui me dit, ouais, moi aussi, je veux pouvoir le faire, en fait. Et on va dire que j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui avaient la même envie que moi. Et à ce moment-là, il y a le hip-hop, pareil, c'est un raz-de-marée aussi. Ouais, ça commence, ça D'accord. commence, Ok. ça commence. Et c'est vrai que j'avais même fini par me faire repérer par des grosses têtes de l'époque, tu vois. Parce que j'étais souvent un peu la seule meuf qui était là et tu connais le cliché classique. La meuf qui est là, c'est sûr qu'elle accompagne les gars, mais quand tu commences à rapper, tout le monde fait ah oh? Ah bon? Tu vois? Et t'aimes jouer de ça, du coup? Tu sais, Ouais. c'est un peu comme même avec l'organisation de soirée, hein. C'est que les soirées, au début, je bookais majoritairement des gars. Et quand on arrivait sur les lieux, le premier réflexe de certains ingés ou autres, c'était de se tourner vers les gars en mode, bon, lequel d'entre vous gère? Et c'est Oui, tout le oui. monde. C'est ça. Non, c'est elle. Mais c'est vrai que s'il y a une chose qui est vraie, c'est que
le talent force le respect. C'est-à-dire que quand tu es doué, c'est pas quelque chose qui peut être nié. Et ça, peu importe la discipline. Ça, c'est ce que j'aimais beaucoup dans ce qu'on faisait, en fait. C'est-à-dire que si tu es forte, on va te dire non, tu es forte. On va pas essayer de diminuer ou de dénigrer ton propos. En tout cas, ça n'ira pas bien loin. Tu vois, il y aura toujours quelqu'un pour dire que non, non. Les gars, il faut quand même admettre, c'est pas parce que c'est une fille, elle est forte. Ouais, le talent et la détermination. C'est quand tu vois quelqu'un qui est déterminé, qui fait des trucs, Et ouais. ça aussi, je trouve que ça force le respect, quoi, assez facilement. Ouais, ouais. C'est pour Alors, ça que... Ah ouais, excuse-moi, vas-y, non, vas-y. non, vas-y, en plus, c'est chaud. On a en visio, il y a un petit peu de latence, donc on va se couper. Non, non, vas-y, t'allais rajouter un truc. Ouais, c'est pour ça que tu vois, même pour revenir à ta question, c'est que ceux qui m'ont connu à l'université ne sont pas surpris de ce que je fais aujourd'hui. Ouais, ok. Ouais, ils sont pas, mon Dieu. Ça avait déjà commencé là-bas, en fait. Parce que là, donc, du coup, t'es deuxième année. Donc, si je calcule bien, t'es allé jusqu'en licence. Donc, il va y avoir cette troisième année. Et surtout, après, il va y avoir donc le fameux Road to the Les- North. C'est le Dirty North. Dirty now. Le Dirty North. Et là, finalement, là où tu étais quelqu'un, un ovni, on connaît tes couplets, t'arrives là-bas, t'es personne. Tout à fait. Anonymat. Donc là, on doit tout recommencer from scratch, quoi. Dis-toi même que j'étais même en train d'abandonner. J'étais en train de me dire, bon, c'était sympa là-bas, mais là, maintenant, faut être sérieux, faut suivre, faut tes activités là. Surtout que malheureusement, j'avais certaines personnes qui me donnaient le sentiment que mes trucs artistiques, c'était enfantin, c'était pour les enfants. Ok. Genre, c'était pour les gens immatures, tu vois. Et j'arrive à Lille, ma première année. Mes camarades que j'ai laissés là-bas, quelques-uns d'entre eux, chaque fois qu'on discute sur Facebook ou sur Skype, première question, qu'est-ce que tu fais déjà comme activité là-bas? Moi, réponse, la même, ah, tu sais, en France, c'est pas comme au pays, j'ai pas les mêmes repères, etc., donc je ne fais plus rien. Je me souviendrai toujours d'une de mes anciennes camarades de classe, une grande sœur, qui s'appelle Amanda. Elle me dit, tu peux me donner ton numéro Skype, s'il te plaît? Je lui donne les coordonnées. Elle m'appelle. Et pareil, je crois que c'était un vendredi après-midi. Elle m'appelle. Elle me dit, Marina, qu'est-ce que tu racontes? Je dis que non, moi, j'ai laissé tomber tous ces trucs. Elle me dit, c'est la dernière fois que tu dis ça. C'est la dernière fois. C'est inadmissible que quelqu'un d'aussi talentueux que toi tienne un discours comme ça. C'est la dernière fois. Et tu vois, j'ai été scotché comme ça. Je me dis, elle a pas tort, la dame. Faut quand même que je trouve le moyen de m'exprimer. Donc, à l'époque, c'est là que je commence un peu à toucher le beatmaking un peu plus sérieusement. Tout ce qui est un peu blogging aussi. J'avais créé mon premier blog qui s'appelait iPlayground, qui était très axé culture hip-hop, musique, mode, art, etc. Ok. C'était ma manière de m'exprimer. Et c'est là que je me dis, bon, à défaut de faire tout ce que je faisais à l'époque, je peux commencer, je peux commencer avec ça. Et je commence petit à petit. Je me retrouve à déménager à Paris parce que je ne trouvais pas de stage à Lille. Hmm. Je déménage à Paris. Une fois à Paris, bon, l'algorithme fait que tu découvres d'autres personnes, tu ajoutes d'autres personnes sur Facebook, Twitter, etc. Et à partir de là, tu commences à faire des connexions. Tu commences à organiser des événements parce que des gens t'ont approché. Ils ont vu ton média, ils ont vu ce que tu écris, ils ont vu ce que tu fais. On te propose de participer à des projets. Donc pendant 3 ans, j'ai créé un festival de streetwear qui s'appelait Hypefest, Ok. ici à Paris. Et je pense que c'est de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment me faire des contacts, tu vois, parce qu'il fallait chercher des marques, il fallait chercher des médias partenaires, etc. C'est là que je commence vraiment à comprendre un peu l'écosystème parisien, sortir, rencontrer des gens. Et pareil avec le média, je me revois toujours quand je reçois les premiers mails d'attachés de presse qui me proposent d'aller couvrir des concerts, etc. Je me dis, là, on commence à comprendre un peu comment toutes ces choses-là fonctionnent. Mais ça, c'est beaucoup. Facebook a été un outil très déterminant. Très, très, très déterminant. Est-ce que sur les médias dont tu parles, là, le blog, est-ce que tu partages des choses que tu fais, justement, que tu faisais avant ou pas du tout? C'est vraiment une nouvelle page.
Vraiment nouvelle page. Ok. Vraiment. Et j'étais vraiment dans une démarche de mettre en lumière les autres. Bon, C'est ce que j'allais dire. Tu ouais, commences déjà à te tourner finalement vers la curation, du coup. c'est ça. C'est ça. C'était beaucoup mettre en lumière les autres et aussi affiner aussi mes goûts, tu vois. Aujourd'hui, je peux Hmm. dire ça comme ça. À l'époque, c'était juste que je partageais ce que je kiffais. C'est-à-dire que je me souviens, tu as des rappeurs comme 3010, Joke, etc. Dès que je découvrais, je faisais un article. Pareil, c'est dans cette démarche-là que je découvre aussi Luigi. Tu fais des trucs comme ça et au final, on te propose d'interviewer des gens, on te propose de rencontrer des gens, etc. Mais toi, c'est ton petit kiff, quoi, tu vois. C'est vraiment, moi, je kiffe ça et je le partage. Je kiffe ça et je le partage. Et à l'époque, je gardais quand même un lien avec le Cameroun parce que j'avais créé un groupe Facebook où j'avais réuni tout ce que je considérais à l'époque comme étant la nouvelle génération de rap camerounais. Et par le biais du média, on avait produit une compilation qu'on avait appelée New School Connection. Donc, on avait récupéré des morceaux ça et là. Donc, j'avais toujours un peu ce truc de, tu vois, mettre les gens en commun, réunir les gens, mais beaucoup dans le faire connaître. Faire connaître. Genre, j'ai écouté ça, je trouve ça stylé, je vous le fais écouter aussi. Tu vois, c'était beaucoup dans ça. Est-ce que déjà, euh, à ce moment-là, la question euh, monétaire, tu es à l'école de commerce, tu es venu Mm. pour un stage, Ouais. est-ce que tu es quoi? Tu es en mode, bah, je suis étudiante, on verra après? Ou déjà, tu poses les questions vraiment en mode entrepreneur, ok, comment on monétise ça, nanana. On est naïf. On est naïf, on est passionné. Ça, on verra après, 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 après. C'est dit, genre, t'es juste content d'être là déjà. Genre, t'es juste content qu'on te... Quoique, allez, c'est vrai et c'est faux. Je m'explique. Le festival de streetwear dont je te parle, par exemple, il y avait la question monétaire et c'est parce que la question monétaire ne suivait plus que je l'ai arrêté. Parce que mes anciens associés et moi, on n'avait plus la même vision de la direction que ça devait prendre. Et moi, j'étais vraiment pour rentabiliser. Et ce qui est dommage, c'est mon regret jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on avait vraiment trouvé un modèle économique qui fonctionnait. Mais eux étaient plus dans une dimension d'image, en fait. Ce qui fait que ça faisait faire des dépenses que je considère encore aujourd'hui comme étant inutiles. Et résultat, on n'est pas d'accord sur la démarche à suivre, la direction à prendre. Comme il n'était que des gars, j'ai pas voulu faire la force, je me suis retiré. Et la dernière année, ils l'ont fait, mais après cette année-là, ils l'ont plus jamais fait. Ok, Ouais. d'accord. Parce que je pense qu'au niveau des dettes, c'était un peu chaud et c'est quelque chose que j'avais essayé de prévenir, mais bon, Hmm. Ok. je vais dire que c'était la jeunesse, quoi. Ok. Donc, en gros, tu finis tes études en 2012. C'est ça, 2012 et Black Square, début, c'est 2015. c'est cela. Donc, c'est ça, entre 2012 et 2015, tu as Hypefest, tu as Ouais, le blog. Si on va justement sur la création de Black Square, ouais. là aussi, c'est quoi ça, ça naît comme naît le blog ou tu te dis, ah, j'ai envie de peut-être structurer. Là, est-ce que tu commences déjà? Parce que est-ce que tu as un travail à côté? J'ai un travail à Ok. côté. J'ai un travail à côté, un travail Dans la qui... banque? Un euro. Non, moi j'ai fait marketing, j'aurais pas pu. Non, Ah, finance. Non, ok. même financièrement, je suis pas totalement épanoui. C'est pas folichon, que ce soit premier emploi. À un moment donné, je me dis que j'aimerais créer quelque chose qui me permette à la fois de m'exprimer et de me créer d'autres opportunités. Et c'est comme ça que un vendredi soir de décembre 2014, j'ai un flash. Je me revois encore, je suis à Saint-Lazare. À l'époque, je vivais à Courbevoie. Je prends le train, je crois que c'est la ligne H pour aller à Courbevoie. Et je me dis, faut que je crée quelque chose. Faut que je me sorte de là où je suis là parce que ça va pas. Et à cette époque-là, je vivais à Courbevoie avec ma mère et ma sœur. On était dans un 18 mètres carrés parce que ma mère était venue en France pour se faire soigner. J'arrive là-bas et ma sœur était arrivée en France pour ses études aussi, mais elle était chez moi pour les vacances. Donc j'arrive là-bas, je les vois, je leur dis à toutes les deux, bon, je vais créer un média. Ça va parler de créativité afro. Je sais pas encore
comment ça va s'appeler, mais ce sera ça. Et je revois encore la scène. Elles se regardent toutes les deux. Elles me regardent. Elles me disent, OK. La nuit passe. Samedi matin, je me réveille. Dans ma tête, carré noir, Blast Square, carré noir, Blast Square. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je réveille ma sœur. Je lui dis, le média va s'appeler Blast Square. Elle me regarde. Elle fait, OK. Et à cette époque-là, j'ai un pote qui sait faire des sites Internet. C'est même lui qui m'a un peu appris à faire des sites Internet. Donc, je vais chez lui. Je lui dis, franchement, je suis désolé de te casser les pieds comme ça en plein décembre, c'est les fêtes, etc. Mais j'ai ce truc-là qui est dans ma tête, que je veux faire, etc. Je veux créer ce média, etc. Donc, il m'aide à faire la structure du site. J'ai acheté le thème. Et il m'aide à faire la config. Et je commence à écrire des articles. Bon, c'était surtout des brèves, hein, c'était pas des longs formats. Mais je me souviens, j'avais tellement la dalle que j'ai dû écrire une centaine de brèves en une semaine. C'est en mode, faut que le site, quand les gens arrivent, prenne une claque, etc. Et c'est quoi ton angle? T'as un angle particulier ou au début, tu mets tout ce qui te vient? Créativité. Vraiment la créativité. Ok, cool. C'est vraiment, en fait, l'idée, et c'est même encore l'idée d'aujourd'hui, hein, montrer l'étendue des expressions créatives émanant des communautés afro-caribéennes, tu vois. Donc moi, je commence ce truc-là, mais ce projet-là a la particularité d'entrer en directe concurrence avec l'agence où je t'ai fait à l'époque. Mais non. Donc quand je fais ça, je me cache. Je ne dis à personne que c'est moi. Ouais. Moi, genre, tu partages les liens vite fait. On se dit que tu partages juste des liens, mais on ne capte pas que c'est toi. Tu vois, et surtout aussi, je voulais aussi voir les retours des gens les plus authentiques, tu vois, sans nécessairement que ce soit lié au fait qu'ils sachent Que c'est toi. que c'est moi. Donc, c'est comme ça que je commence à faire des petites vidéos teaser avec des extraits récupérés sur Internet pour un peu faire comprendre l'état d'esprit du truc, etc. Avec ma soeur, on fait un peu des teasings à gauche, à droite. Le 23 janvier 2015, Cité dehors. Il est disponible, c'est pour vous. On reçoit très rapidement des bons retours, des messages, franchement, c'est bien fait. Et surtout qu'on accordait un détail particulier à la qualité des photos qu'on mettait sur le site. Et on voulait vraiment que les sujets, soit on est les premiers à en parler, soit on est les seuls. Donc, tout ce qui était un peu mainstream, volontairement, on a dit non, nous, on veut vraiment être dans ce truc de niche. Et c'est comme ça que Blast Square commence. Et au bureau, moi, je ne dis à personne. Voilà, mais bon, ils ont fini par me cramer parce que, bon, on connaît. Ça m'a pas attiré de problème, heureusement. Mais ouais, j'avais vraiment envie d'apporter une autre approche et aussi de trouver des choses qui, moi aussi, allaient m'inspirer. Donc, je pense que c'est même là que même ce truc de curation aussi a aussi commencé à s'affirmer. Avant de parler d'un sujet, je veux déjà que moi, ça me fasse rêver, que ça me donne envie aussi d'explorer des choses, en fait. Et comment tu... Là, on est vraiment dans le digging pur. Ouais. On rentre là-dedans, là, ça y est. Explique-nous un petit peu comment tu cherches, où est-ce que tu cherches, où est-ce que tu fouilles. Est-ce que au fil des années, tu as affiné d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un art du digging, tu dirais? Pour moi, oui, hein. C'est-à-dire que je regardais beaucoup des sites américains sur cette thématique-là et j'avais un fichier Excel où je listais toutes mes sources. Et pareil, quand je voulais un peu savoir, peut-être avoir un angle plus sur ce qui se fait en Afrique et tout, la chance que j'avais, c'est que j'avais souvent des gens des pays concernés dans mes contacts, soit sur Twitter ou autre, et j'envoyais un DM. Je dis, bon, on crée ce média, j'aimerais faire un focus sur le Gabon, est-ce que tu peux me lister les médias gabonais à suivre? J'aimerais faire un focus sur la Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux me lister les médias ivoiriens à suivre, etc. Moi, ce qui est chaud en ce moment, de quoi ça parle, de quoi on Voilà, parle, de ce qu'on danse, ouais, ok. c'est ça. Donc là, tu vas à la source en fait, direct. C'est ça. C'est comme ça que je, je trouvais mes premiers éléments. Et à force, bon, j'ai fait travailler l'algorithme à mon avantage une fois de plus, ce qui fait que les recommandations commençaient à arriver sans que je n'ai besoin de faire trop d'efforts. Mais c'est vrai qu'au début, bon, tu avais des trucs par rapport à certains pays pour trouver les infos, C'est chaud. c'était galère, hein. Ouais. Même quelquefois, par exemple, si je voulais faire des trucs sur des artistes visuels,
j'allais sur une plateforme qui s'appelle Behance. Behance, c'est un peu le réseau social Les créatif. C'est-à-dire graphistes. que, voilà, tu vois, si tu es graphiste, illustrateur, etc. Donc, j'allais là-bas, je tapais le nom du pays et je voyais le résultat des profils qui sortaient, tu vois. Ou alors, je faisais la même chose sur Vimeo pour tout ce qui est création vidéo. Je tapais le nom des pays et en fonction de ce qui sortait, j'essayais de sélectionner ce qui me plaisait, quoi. Ok. Donc là, tu as Black Square. Tu parles, au début, c'est des brèves. Ouais. Comment tu vas vers la radio, vers la web radio? C'est beaucoup plus tard, ça? Ou assez vite, tu te dis, OK, là, je parle de musique, il faut que j'en joue. Ouais, c'est arrivé assez rapidement. Ouais. Ouais. C'est arrivé assez rapidement parce que j'étais déjà dans ce truc de télécharger des morceaux. J'écoutais énormément de musique. Et je me disais, bon, là, j'ai l'écrit. Comment est-ce que je trouve le moyen de diffuser aussi mon message par l'audio? Et à l'époque, au bout de la première année, très rapidement, on a créé une application mobile sur laquelle il y avait le site internet, il y avait la radio. Et très rapidement, l'idée, c'était vraiment de proposer tous les sons que j'écoutais à l'époque. C'est-à-dire que tout ce qui est de France, du Nigeria, des États-Unis, j'allais vraiment diguer et même les artistes dont je parlais dans les articles, naturellement, on mettait aussi leur musique sur l'application, quoi, enfin, sur la radio. Est-ce qu'au début, tu fais ça à la Pirate? Tu te poses pas de questions de droit et tout ça? Ou comment tu te prends un peu Ah la oui. tête au départ? Ah non, 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 moi, je vais en pirate. ouais. Tu veux jouer, tu veux diffuser quoi? Ouais. Ouais, je veux juste que ça. Enfin, j'avais deux enjeux. J'ai envie de diffuser et j'ai un enjeu technique de montrer que je suis capable de créer une web radio. Mhm. Tu vois, de montrer que je suis capable de travailler une interface, une programmation, etc. Bon, après, c'était beaucoup de la musique, hein. Quand j'ai programmation, c'est un grand mot. Mais on avait des playlists thématiques et ouais, vraiment donner un espace où les gens peuvent découvrir ce qu'on propose, quoi. Et si je me perds pas dans les dates et que Mm. je t'ai bien écouté dans les autres podcasts, à ce moment-là, t'es pas encore DJ. Non. T'es DJ parce que tu te dis, OK, c'est bien, j'ai un média, mais j'aimerais organiser des soirées. Parce que forcément, Chita, tu vas pas seulement avoir un média, il faut, on l'a compris. Mais dis-toi même que initialement, moi, mon idée, c'était même de pouvoir réunir les abonnés, tu Ouais, vois. OK, Je cherchais un truc de comment sortir du digital ouais. ou aller dans le réel, surtout que j'avais déjà eu l'expérience avec le festival de streetwear. Tu vois, je me disais, bon, comment est-ce que je vais à la rencontre des gens? Ce serait bien de faire des événements. N'ayant pas les moyens de payer des DJ, je me dis, bon, tant qu'à faire, tu vas faire toi-même, en fait. Tu vois, Hmm. c'est vraiment marrant comment ça arrive au croisement de beaucoup de choses parce que la personne qui me donne vraiment le déclic de DJ, c'est un très bon pote qui s'appelle Yannick, qui à l'époque était mon stagiaire à l'agence où j'étais D'accord. et j'ai vraiment un truc avec les vendredis après-midi, qui, qui un vendredi après-midi, on est au bureau comme ça. On avait nos bureaux, nos ordi face à face, et je le vois qui se penche, qui me regarde, il me dit, Marina, je dis oui. Il dit, pourquoi tu n'es pas DJ? Je le regarde, et je lui dis, c'est la dernière fois qu'on me pose cette question. Direct, je vais sur Cdiscount, je tape Latine DJ. Le premier truc que je vois, ça coûtait 65 euros. Je mets la carte, tac, j'achète. Je me dis, bon, on va tester et on va voir ce que ça raconte, en fait. Et je me suis dit, dans tous les cas, tu veux faire des événements, donc ça va servir. C'est l'objet là que tu as ramené Ouais, chez de Thierry, Mediapart, ouais. là? Ouais, 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 ouais. Ah ouais, excellent. Ah ouais, t'as pas mis gros budget, tu savais pas où t'allais en fait. Oh, je me suis dit, c'est quoi? On va tester avec le petit jouet là. C'est ça. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et à partir de là, on verra quoi. Mais en fait, ça va super vite. Parce que moi, tu sais, comme. Alors, je ne l'ai pas dit dans l'intro, tu Ouais, disais accessoirement, tu as été DJ pour les saisons 1 et 2 de Nouvelle École, tu sais. ouais, ouais. Et, et du coup, en fait, moi, vraiment, je croyais que tu étais là depuis, en tant que DJ, en fait, depuis hyper longtemps. Et en fait, ça va très vite. On va dire que ça fait, ouais, là, c'est 8 9 ans et ça va vite aussi parce que j'avais déjà commencé à faire le taf avec Black Square. Et par le biais de Black Square, j'avais commencé à nouer des partenariats avec des gens. Donc, tu vas avoir des gens qui vont faire des événements, des trucs qui veulent que Black Square fasse un article. Ce qui fait que
quand je décide de me mettre sérieusement un peu au DJ, quand je contacte les gens, naturellement, je leur dis, au fait, j'ai aussi un média. Donc, si vous me bookez, pour vous faire un article pour vos événements. Ils se disent, bon, d'une pierre deux coups, on la paye pas cher parce qu'elle débute et on a un article. Et c'est comme ça que je me retrouve à être sollicité sur des trucs. Et même le tout premier événement où j'ai mixé en public, c'était un festival dont j'étais partenaire. Et je me souviens encore de Magali, parce que c'est une meuf qui s'appelle Magali qui me contacte, qui me dit, Marina, on voit que tu as Blasco Radio. Est-ce que tu as des DJ que tu peux nous proposer pour notre festival? Moi, je suis en mode, bien sûr, j'ai ça. Je connais personne, moi. Je suis dans mes... Là que je me dis, bon, Marina, c'est aujourd'hui ou jamais. Je ramène moi-même mon petit contrôleur, mon petit ordi, etc. Le bluff, c'est, ah, désolé, les gars n'étaient pas dispo, donc je viens mixer moi-même. C'est comme ça que je me suis lancé, en fait. C'est vraiment comme ça. Parce que tu vois, il y a passer la musique en soirée et il y a mixer devant des gens. Tout à fait. Que tu- Et quand même, on compte sur toi pour ambiancer, pour pas vider La salle. la danse, tu vois? Parce que aussi, les gars qui t'invitent, ils veulent vendre aussi des. Ouais. Clairement. Après, j'ai pas fait la folle. On va dire que sur la première année, la majorité des gigs que j'avais se terminaient au plus tard à 2 heures du matin. Ok. Donc, c'était des trucs qui commençaient peut-être l'après-midi ou bien qui Uh-huh. commençaient à 9 heures, tu vois. Donc, le temps que moi-même, je prenne confiance dans ma gestion, dans la réception des gens, tu testes, tu testes, tu testes. Et je pense que oui, je pense que c'est vraiment au bout de la première année. C'est vraiment en 2017 que, pour la première fois, on me fait vraiment mixer de nuit, de nuit. Et si je ne raconte pas de bêtises, hein, la première fois que je mixe de nuit, c'est au Wanderlust. Et je me souviens qu'on me book pour faire le Wanderlust, direct, j'ai acheté d'autres platines. J'ai dit, bon, Marina, arriver là-bas avec le petit jouet là, prends un peu la gamme au-dessus parce que Uh-huh. on va pas aller, tu vois, on va te regarder en mode. Après quoi, du coup? C'était un Pionnier DDJ SB2. C'est un modèle que Pionnier ne fait même plus, en Ok. plus. Ok. Euh, Parce que quoi, en fait, ta confiance, en vrai, là où tu as ultra confiance, c'est sur ta sélection, en fait, ta curation, encore une fois. Pour le coup, ouais. C'est-à-dire que parce que j'ai vu le public de jour, j'ai vu les réactions, j'ai vu comment le bouche à oreille a fonctionné. On t'appelle là, on t'appelle là, on t'appelle là. Je faisais beaucoup d'afterwork. Et quand j'ai pris confiance en ça, Mm. je me dis, bon, je commence à travailler un peu les transitions, à mieux les faire, à mieux savoir comment les emmener. Et même au Wanderlust, la fois où j'ai mixé là-bas, c'est la première fois qu'ils essayaient de l'afro. Donc, ouais. Ils m'ont dit, est-ce que c'est la première fois qu'ils essayaient? Donc, moi, j'arrive là-bas. Je mets mes trucs, je vois ça prend, je les regarde. Ils me disent, OK, la semaine prochaine, tu reviens. Après, la semaine prochaine, tu reviens. Et c'est comme ça que petit à petit, pareil, le nom a continué à circuler. Mais je pense que la façon dont mon nom a circulé, il y a vraiment eu ce combo travail avec Black Square plus moi avec ma pratique. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que selon les endroits, les gens vont plus me connaître moi et ne même pas connaître Black Square en fait. Donc c'est voir comment les choses se sont faites quoi. Toi, tu dirais, pour toi, c'est quoi vraiment un DJ? Si on parle Hmm, vraiment du. Tu sais, tu as cité les disciplines du hip-hop tout à l'heure. c'est D'ailleurs, vrai. pour beaucoup, le hip-hop, c'est le rap, hein, ça s'arrête là. Donc, déjà, merci d'avoir cité les disciplines. Ouais. Pour toi, c'est quoi un. Ouais, voilà, c'est quoi un DJ? Une DJ. Ouais. Pour moi, un ou une DJ, c'est quelqu'un qui est tributaire de l'humeur des gens. C'est quelqu'un qui est en mesure de faire découvrir des choses aux gens. Mon kiff, c'est quand ça sort le téléphone pour chasamer. Hmm. C'est quoi ce son? C'est quelqu'un qui communique beaucoup avec les gens, c'est-à-dire que tu les regardes, tu observes, tu prends le temps un peu de comprendre ce qui les anime. Et le must, c'est quand vous parvenez à parler la même langue à travers le son. Tu vois, c'est-à-dire que, ou alors tu parviens à les emmener
un peu dans ton monde. Et c'est vrai que moi, les DJ que je vais kiffer, c'est vraiment ceux qui me font sortir le téléphone dehors. C'est quoi ce son? C'est quoi cet enchaînement? C'est quoi ce mash-up, etc., quoi. Et c'est pas forcément les plus techniques, à vie personnelle, hein. C'est pas forcément les plus techniques. C'est vraiment ceux qui, une fois qu'on est sorti de là, on dit, on a vécu une expérience. Ouais. On a vraiment vécu une expérience. Et c'est pour ça que j'affectionne beaucoup la période où je mixais principalement de jour, parce que les gens sont pas sous, ils ont tous leurs esprits. Donc, tu as la réaction réelle en live. Et de voir aussi le fait que les événements de jour, tu as des personnes âgées, tu as des enfants, tu as de tout. Et de te rendre compte que tu parviens à toucher toutes ces couches-là, les gens viennent te faire des retours, viennent te dire vraiment, on a beaucoup aimé ce que tu as proposé. Moi, c'est le kiff. C'est le kiff total. Tu sais, je te disais en début de conversation, là, je te disais que je voulais un DJ pour ce premier épisode. Et pourquoi? Parce que tu sais, Haute Culture, en gros, au-delà du nom du podcast, du média, c'est presque, je le vois comme une philosophie de vie, tu vois, comme une façon d'être au monde. Et c'est le fruit de. C'est comme toi, en fait, tu vois, ce qu'on crée, il est toujours dans la continuité de tout ce qu'il y a eu avant. Et, Ouais. et du coup, forcément, des fois, tu mets longtemps même Et- à capter tout ce qu'il y a dedans, tu vois, toi-même. Donc, quand je dois l'expliquer, haute culture, c'est quoi le concept, machin, j'ai pour l'instant un peu de mal de le dire facilement. Et c'est un peu l'idée aussi du média, c'est de construire en même temps, tu vois, le truc avec vous. Donc, encore merci, Chita. Et, et, et tu vois, déjà, l'hôte, moi, j'adore déjà ce mot français qui a le sens de à la fois celui qui accueille et qui est accueilli, tu vois. Ouais, Celui ouais, qui invite ou qui est invité, c'est le même mot, hôte. ouais, ouais. Et souvent, et là, c'est pour ça que je te dis que je voulais un DJ premier épisode, souvent, pour expliquer votre culture, c'est même pas souvent, c'est tout le temps. Je prends la Ouais. figure du DJ, en fait, pour expliquer le truc. Toi, je dis, parce que j'avais écouté je sais pas si tu l'as écouté le podcast sur Arte Radio Technopolis, où c'est des DJ qui se racontent. Et, Ok. et, euh, et t'en as un qui explique qu'en gros, un DJ, c'est quelqu'un qui va raconter une histoire, qui va te raconter une histoire avec des arguments que tu connais pas, Mm, mm, mm. mais en gros, il va être suffisamment, il va avoir des ingrédients suffisamment familiers pour quand même faire danser. En gros, tu vois, t'es sur ce fil-là pour faire danser, donc sentir la vibe, comme tu l'as dit, sentir le public en direct. Il dit, voilà, t'as le DJ de mariage Ouais. qui pense OK, qu'est-ce qu'ils connaissent tous? Et là, tu fais ta playlist, c'est 1 heure de tout ce que tout le monde connaît. OK, Mm. ça fait son taf. Mais c'est un autre boulot. Enfin, c'est un DJ Ouais. aussi, mais c'est pas le même boulot. T'es DJ de mariage. Après, t'as le DJ de radio qui, lui, bah, lui, il s'en fout un peu de faire danser. Lui, il veut juste passer la musique qu'il aime, tu vois. Et du coup, il disait, voilà, le DJ, c'est cet équilibre-là entre l'entertainer et l'éducateur, le passeur. Du coup, Tout à fait. c'est hyper dur. Et moi, j'y vois vraiment cette simultanéité de ce double sens d'accueillant et d'accueilli. Tu vois, tu as dit comment le gars me fait rentrer dans son monde Mm, 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 mm. et à la fois, il est obligé de rentrer dans le tien. Sinon, si tu es DJ et que tu rentres pas dans l'univers des gens, C'est compliqué, c'est compliqué. il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire tu restes sur le seuil et du coup, Ouais. bah, il danse pas en fait. Et, voilà, du coup, c'est pour ça que je trouve la figure du DJ et puis toutes ces dimensions aussi de passeur, Ouais. parce que tu pourrais me dire, ouais, ben, un chanteur, c'est un peu la même chose. Ouais, sauf que là, DJ, tu vas chercher une émotion, mais avec un matériau qui n'est pas le tien à la base. Tout à fait. C'est ça que je trouve fabuleux. Tout à fait. Ça t'est arrivé, toi? Et d'ailleurs, le DJ disait, le même mix, tu peux faire le même mix 3 soirs d'affilée et il se passe trois soirées complètement différentes dans les ressentis. Clairement, quelquefois, tu peux même avoir des surprises de un morceau que tu n'as pas joué depuis longtemps. Tu te dis, bon, c'est vieux. Mais quand tu le mets, tu arrives à un timing où les gens deviennent fous. Tu dis, mais pour moi, je pensais que je passais vraiment un vieux truc. Par exemple, moi, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui avec le bouillon. Moi, j'ai commencé à jouer du bouillon en 2017. Ouais, Donc, c'était le morceau bouillon.
de 2017 que j'ai encore dans ma playlist. Et quand je les passe aujourd'hui, je vois les réactions, je fais OK, tu vois, donc il se passe quand même, il se passe un nouveau truc. Et c'est vrai que effectivement, selon qui tu as en face, tu peux avoir des réactions très différentes. Je me souviens une fois, ça c'est un truc qui m'a marqué. J'étais à Genève pour mixer. Et c'était à Genève, il n'y a pas beaucoup de soirées afro. Ce qui fait que tu as des gens qui sont même venus de Lausanne, Zurich et autres pour la soirée. Et je vois un groupe de gars, des gars qui ressemblent au genre de camarades de classe que j'aurais eu quand j'étais à l'université. Ils veulent juste un peu de nostalgie. Ils les regardent, je crois ils devaient être ivoiriens ou camerounais, je peux plus te dire. À un moment donné, je mets Mashkenada de Sergio Mendes et des Black Eyed Peas. Et les premières notes de piano, ils me regardent tous, ils me disent, tu veux qu'on se mette à pleurer? Parce qu'ils étaient tous touchés en mode, ça les a renvoyés à quand on était au lycée, tu vois, le morceau il est sorti, c'était super populaire, on écoutait ça tout le temps et de voir vraiment tu ramènes les gens à des moments de joie, à des moments d'insouciance, des moments de nostalgie en fait. Ouais, c'est hyper régressif, quoi. C'est ça, c'est vraiment parce que oui, il y a ce qui est actuel, mais pour moi, c'est une manière de raconter comme tu dis, raconter une histoire, c'est une manière de dire aux gens, à une époque, tu écoutais ça. Et à ce moment-là, tu étais peut-être un peu plus insouciant, tu avais moins de problèmes, tu étais à l'aise. Et moi, je suis là pour aussi te ramener là-bas, pour te faire ressentir ce que tu ressentais à ce moment-là. Et finalement, là, si je te suis aussi, euh, là où tu cherchais une dimension physique avec ton média, est-ce que là, tu as une espèce justement d'évidence, hein, t'as l'impression que tu étais doté d'un super pouvoir, là, tout d'un coup? Ne te cache pas. En fait, c'est vraiment marrant parce que, en parallèle, tu vois, que je disais, je faisais de la prod musicale. Quand je faisais les instruments, ça va, tu vois, les gens écoutent vite fait, bon. Le DJing, c'est que la réaction du public, il est en live, direct. Si c'est bon, c'est bon. Ça Si ment c'est pas pas. bon, c'est pas bon. Ça ment. C'est comme la bouffe, encore une fois. Voilà. Non, moi, il y a deux choses dans lesquelles tu peux pas mentir, hein. Ouais. La bouffe et la Et la musique. musique grave. Donc, j'ai ces réactions et surtout, la toute première fois où je mixe, je mets des vieux morceaux ivoiriens. Je vois tout le monde qui me regarde en mode, elle est sérieuse. Mais ils sont pas en train de désapprouver, hein. Juste en mode, mais nous, c'est à la maison qu'on écoute ça. C'est pas dehors. Et moi qui les emmène dans ce truc vous pouvez aussi écouter ça dehors. Vous pouvez aussi écouter ça en club. Et à partir du moment, tu tu les attrapes, tu les emmènes avec toi, tu les rassures, tu leur dis, personne ne va te juger ici. Hmm. Moi, je propose ça, personne ne va te juger ici. C'est la musique avec laquelle tu as grandi, c'est qui tu es aussi. Parce que il y a qui tu es à la maison et le qui tu es de dehors. Et à l'époque, le qui tu es de dehors, c'était bon, hip-hop, trap, machin, etc., tu vois. Mais maintenant, ce que tu écoutes à la maison est aussi valide dehors. Tu n'es pas obligé de porter un masque tout le temps, en fait. C'est ça, ce que je t'entendais, ce que je comprenais de quand tu t'exprimais dans ce que je t'ai écouté de toi, euh, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une quête. T'es un peu obsédé par une espèce de quête d'authenticité. En fait, si tu as créé ce média, déjà, tu disais que c'était parce que déjà, tu t'y retrouvais pas, en fait, dans la Dans façon les- dont était vécu, ce qui, toi, te faisait vibrer, t'avait fait vibrer, tu nous as raconté avec beaucoup Ouais. d'émotion à Yaoundé et tout ça. Et finalement, tu vas à Paris, t'es content, tu sais, il y a des grosses fêtes, des grosses soirées, mais Mhm. tu sens qu'il y a un truc qui prend pas, en fait, en toi. Ça résonne pas. Clairement, clairement, tu regardes, c'est d'autres codes, c'est d'autres manières de faire. Et moi, dans ma tête, je suis en mode, bon, j'ai envie de créer un monde qui me ressemble. Hmm. Et s'il y a des gens qui peuvent me suivre dans ça, tant mieux. Mais je vais déjà créer un truc qui me ressemble. Et j'aime aussi à dire que j'ai eu la chance de rencontrer mon public dès le début. C'est-à-dire que des gens qui tout de suite ont été réceptifs à ce que je proposais et aussi à la dimension afro-diasporique. C'est-à-dire que, pareil, hein, mon tout premier set, je me revois encore le troisième morceau que je joue, c'est de la funk brésilienne. Je me dis, bon, j'aime bien comment ça sonne. Je vois deux meufs qui sont au fond de la salle. Elles courent vers moi. Elles me disent qu'elles sont afro-brésiliennes, que c'est la première fois qu'elles entendent de la funk depuis qu'elles sont à Paris. La Ouais, funk brésilienne qui sont à Paris. Et moi, ça me conforte dans le, ah, ok.
il y a aussi un public pour ça, il y a aussi du monde pour ça, et de vraiment trouver le moyen de faire converser toutes ces musiques que moi j'écoute juste dans mon téléphone ou dans mes écouteurs, mais partager aux gens, ah, vous kiffez, ok, ah, toi aussi tu aimes ça, etc. Et de vraiment montrer que tout ça peut marcher ensemble, en fait. Il n'y a pas de frein à mettre ou à avoir, en fait, tu vois. Et comment tu sais que ça te ressemble? Comment tu peux être persuadé que ce que tu proposes, ça te ressemble? Est-ce que tu penses que c'est un truc, est-ce que dès le début qu'on fait les choses, Et on fait des choses qui nous ressemblent ou c'est un truc un peu de maturité aussi? peut-être que la manière dont je l'ai abordé, c'est parce que j'avais déjà pris confiance sur d'autres projets sur lesquels je m'étais lancé en me disant, je veux qu'on fasse ça comme ça et ça a fonctionné. Donc, je me suis dit, DJ, j'aimerais le faire comme ça et on verra après, en toute objectivité, hein. Comme je disais, je suis pas naïf, je sais que j'ai rencontré les bonnes personnes dès le début. Parce que, tu vois, par exemple, tu as aussi des mouvements intracommunautaires, c'est-à-dire que tu vas avoir des soirées béninoises, tu vas avoir des soirées camerounaises, tu vas avoir des soirées congolaises. Par exemple, je ne suis pas sûr que si j'étais arrivé avec cette dynamique-là en soirée camerounaise, ça aurait pris. Je ne ouais. Donc, arriver tout de suite dans un espace où tu as des gens qui viennent un peu de partout, même s'ils ont en commun d'être là pour un événement afro-centré, ça m'a permis tout de suite de voir que les gens étaient réceptifs et ouverts à écouter des choses qui viennent d'ailleurs. Donc, ça m'a tout de suite conforté. Parce que vraiment, ce qui se passe sur ce festival-là, où j'ai été booké, c'est que initialement, je devais ramener des DJ pour une date. Et au final, le festival avait lieu tous les dimanches du mois d'août. Et je me suis retrouvé à faire toutes les dates. Donc, c'est vraiment quand j'arrive à la dernière date que les gens viennent me voir pour me dire, ah, c'est toi qu'on est venu, on nous a dit que tu mixais. On nous a dit que tu mixais bien. On nous a dit que tu es fort. Moi, au bout de 4 semaines, je suis en mode, oula, donc ça devient sérieux, vraiment sérieux cette histoire. C'est que, ouais, c'est là qu'on a commencé à m'appeler DJ. Je me suis dit, bon, apparemment, je suis en train de construire quelque chose de nouveau. Que... Parce que pour moi, c'était vraiment le test et si ça prend, tant mieux, tu vois. Mais de m'apercevoir que tout de suite, les retours sont positifs au niveau de la sélection. Les transitions, elles sont éclatées. Mais au niveau de la sélection, tout le monde te dit, c'est très bien. Très bien, c'est très bien, c'est très bien. On aime beaucoup. Moi, ça m'a galvanisé, en fait. Ça m'a vraiment galvanisé. Et j'ai même encore des morceaux que je jouais à cette époque-là, hein. Donc, je commence à retourner vers ce que j'avais téléchargé à l'époque et voir un peu comment faire ressortir des trucs de ce moment-là pour les rejouer aujourd'hui, quoi. Voir comment ça prend. Mais tu sais, quand tu dis, quand on arrive au moment où tu deviens DJ, tu dis, OK, bah en fait, c'est comme ça que je l'entends hein, tout à l'heure, Mhm. en live, faudrait que je réécoute. C'est finalement, OK, je me dis, d'accord, elle est en train de me dire, bah ça, c'est un nouveau médium d'expression. Mais finalement, ce qui revient depuis le début, c'est une espèce d'envie, là, besoin de t'exprimer. Et à la fois, et c'est ça que je trouve hyper intéressant, je trouve qu'il y a une autre obsession à l'intérieur de ce besoin d'expression, c'est le besoin de faire le pont, la conversation. Souvent, tu utilises Mhm. ce terme et dans la haute culture, comme j'ai défini, il y a 5 disciplines. Toi, Mhm. on a nos références. Et, Ouais. et notamment, il y a l'art de la conversation. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais t'avoir, Chita. Et comment comment tu l'analyses, ce besoin-là de faire des ponts et de converser, alors que un artiste, c'est vrai que souvent on dit qu'un créatif, il met son savoir au service d'un projet, d'une vision. Là, Ouais. un artiste met sa vision, son savoir au service de sa vision, tu vois. Mhm. Et toi, j'ai l'impression, mais c'est ça aussi qui m'intéresse dans cette figure de curation, de DJ, c'est que je trouve que tu es dans une simultanéité, là encore, un truc simultané de, tu as une vision, tu as tes skills, mais à la fois, tu as aussi ce besoin de mettre ça au service de quelque chose Ouais. qui te dépasse bien. Me dépasse. Clairement. Clairement qui me dépasse. Je pense que ça peut aussi venir de ce que, enfin, quand on remonte même, tu vois, quand je crée mon premier blog, quand je crée Black Square, quand je crée ces choses-là, c'est que je découvre plein de choses que je trouve cool et que je veux pas garder pour moi. Je ne veux pas garder ça pour moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie d'en parler avec d'autres.
J'ai envie d'échanger avec d'autres. J'ai envie de voir ce que ça évoque chez les autres. Et même au-delà de ça, c'est que j'ai aussi envie de savoir ce que les autres écoutent, regardent, lisent pour moi venir me nourrir. Je me souviens qu'à une époque, j'étais tombé sur un mot qui s'appelle, le mot était écrit créativaholic. Genre quand tu es vraiment cédé par la créativité. Et c'est vrai que, oui, moi, ça n'a aucun intérêt si ça ne reste que chez moi. C'est-à-dire que je préfère vraiment être dans une démarche de beaucoup me nourrir des autres, des inspirations des autres, des influences des autres. Et je pense que c'est comme ça que je nourris aussi l'extérieur, tu vois. Hein. Toi, même quelquefois, tu peux m'avoir des challenges. Quand je dis des challenges, c'est que la dernière fois, je mixais pour un événement. C'était un événement privé. C'était pour une asso. Et c'était une asso qui s'occupe de femmes d'origine africaine, tu vois. Il y avait majoritairement des Ivoiriennes, Guinéennes, etc. Mais c'était des mamans. Hein. Moi, je les considère, elles sont plus âgées que moi. C'est vraiment des mamans, tu vois. Et d'arriver là-bas, à un moment donné, il y avait une fille en particulier, la seule égyptienne, qui me dit, ah, t'as pas quelque chose pour moi, etc. Et le fait que j'ai pu lui sortir un morceau que je connaissais parce que j'avais vu ça à la télé quand j'étais au Cameroun, et quand on avait la chaîne de télé marocaine. Ok. Le morceau était resté dans ma tête. Je l'avais téléchargé et je m'étais rendu compte que c'est un morceau qui était vraiment devenu très populaire. Donc, je savais que ça, au moins, si je le mets, elle va se reconnaître. Donc, d'avoir réussi à l'attraper avec ça, tu vois, moi, c'est ma manière de me nourrir aussi des autres. Tu vois, de me dire, OK, toi, ton besoin, c'est ça. J'ai peut-être 3, 4 morceaux qui, je peux pas te faire tout un set parce que je suis pas forcément la mieux calée, mais c'est que je peux au moins t'attraper avec 3, 4 morceaux. Tu vas te dire, OK, merci. Tu as un peu pensé à moi. Voilà. Donc, enfin, c'est des petits challenges comme ça. Même la dernière fois, je mixais pareil pour un truc privé. C'était pour un label de musique. Et je n'avais pas compris qu'il y avait deux publics. Il y avait un public afro, pour les sonorités afro, il y avait un public pop, mais vraiment pop, pop, pop musique. J'ai mon ordi à un moment donné, on me dit, oui, est-ce que tu peux mettre, etc. Je suis allé chercher des Eddie Price, Dua Lipa, Madonna, etc. Des trucs que je ne joue pas habituellement, mais que j'écoute. Tu vois, des trucs que moi, je me fais mon petit kiff, Calvin Harris, et de voir que je parviens à caler ça et ça les attrape, je dis, OK, Marina, c'est bon, tu connais quand même tes bases, tu es quand même en mesure de satisfaire aussi ces gens-là. Tu vois, Kylie Minogue, des trucs du genre, des trucs que je ne jouerais pas en temps normal, mais je me dis, bon, je glisse ça là, le besoin s'est fait sentir, j'ai réussi à répondre à ça, donc moi, je suis contente en fait. J'ai fait ma part, tu vois. Et tu vois, tu disais dans le podcast que ce qu'elle te demandait, elle te demandait comment tu faisais converser justement, donc t'expliquais comment tu calais sur le beat et tout. Ouais. Et moi, je t'écoutais et je me disais, est-ce que, puisque je fais cette métaphore du DJ dans mon obsession là, d'imaginer comment on va composer un monde où il y a la place pour de nombreux mondes, ça veut dire que c'est pas mettre tout le monde d'accord, c'est surtout pas, tu vois, l'idée, c'est pas de régler Ouais, des trucs qui sont impossibles. Par contre, l'idée, c'est juste que il y en a pas, il y a pas juste une voix qui parle pour tout le monde et que ce soit toujours la même. Tu vois, ça, c'est un support, ça, c'est un... tout à fait. Mais du coup, est-ce que toi, tu t'es déjà dit, OK, en fait, comment ce que je fais là avec la musique, ça pourrait s'appliquer dans le monde, en fait, dans une société, dans un quartier, Mhm. quelle que soit l'échelle. À ton avis, Ouais. qu'est-ce qu'on n'a pas encore essayé et qu'on pourrait emprunter à... Emprunter. Pour moi, c'est déjà essayer d'étendre le champ de ce qui nous intéresse. Tu vois, parce que pour rebondir encore sur l'interview bruyante, elle avait posé la question de savoir, Léa m'avait posé la question de savoir ce que je pensais du fait qu'il y ait des classements de DJ qui n'incluent les femmes.
Et j'expliquais que les classements sont à l'image des personnes qui les Des font. C'est fonds, des ouais. gens qui restent ensemble. C'est des gens qui ne s'ouvrent pas. C'est pas forcément des gens qui vont chercher à savoir ce qui se fait, ce qui se fait ailleurs. Et moi, je suis vraiment partisane de ce que il faut être un minimum curieux. Moi, j'ai beaucoup trop de curiosité. C'est-à-dire que c'est pas pour faire du genre, tu vois, mais par exemple, ma petite sœur, elle, son délire, pour le coup, je dis, je joue pas de pop, mais ma sœur, son délire, c'est la pop. Elle adore. Tu vois, c'est-à-dire que notre chanson préférée, c'est Walking on a Dream de Empire of the Sun. Donc, on sait que ça, tu mets ça, tu nous as mis à l'aise. Et pareil, le truc que j'aime écouter, mais je ne déclare pas trop parce que ça colle pas avec ma DA, comme on dit. Mais je peux quand même le dire. C'est Harry Styles. Son album, j'ai adoré. J'ai adoré sa pop, tu vois. Et du coup, moi, c'est ma manière de m'ouvrir et d'aller chercher à comprendre, même dans mon approche, même par rapport à Black Square, etc., c'est comprendre ce que font les autres communautés que je peux emprunter pour venir enrichir mon discours et mon propos, en fait. C'est-à-dire, en Asie, ils font ça, ok, comment est-ce qu'on adapte ce qu'ils font sans forcément s'approprier à ce que nous, on fait? Tu vois, en Europe, c'est comme ça que ça se passe. En Amérique du Sud, c'est comment ça se passe. Et je te cache pas que un moment qui a été très gratifiant pour moi, c'est que j'ai été invité en tant que public pour assister à un événement qui a eu lieu en septembre dernier, qui était focus sur la communauté latino-américaine à Paris. Et j'ai été surprise qu'en arrivant sur place, je trouve des DJ, c'était des filles, et que presque toutes me disent qu'elles me connaissaient. J'étais étonné. Tu vois, de me dire que, OK, mon travail est arrivé jusque là-bas. Tu vois, de me retrouver dans des trucs où j'apprends de leur culture, parce que l'événement, il était génial. Il était génial. C'est-à-dire, tu vois les groupes de danse, etc. On te dit que c'est comme ça que ça se passe aussi à New York. Moi, j'ai jamais été à New York, donc je regarde. Même, même la casquette que j'ai sur ma tête, c'est une casquette que j'ai achetée à cet événement-là. Tu vois, il y avait un designer qui venait de Los Angeles, qui était d'origine mexicaine. De voir comment moi, je peux sincèrement voir les similitudes des gens entre leur culture et la mienne, comment ça peut se nourrir. Moi, mon enjeu pour la suite, c'est vraiment d'être dans cette espèce d'échange culturel-là. Tu vois, d'être dans ce truc de voilà comment nous on fait chez nous, voilà comment vous faites chez vous, comment est-ce on travaille ensemble. Même très récemment, j'ai participé pour la première fois, j'ai exposé des œuvres. Parce que bon, ça, c'est encore un autre volet que j'ai commencé à explorer. Et la curatrice de l'expo, c'est une Colombienne. Donc, moi, j'apprends de la culture colombienne avec elle. J'apprends, des fois, je suis posé là, ils parlent tous en espagnol, je comprends pas tout parce que bon, mon niveau d'espagnol, je me suis arrêté en troisième. C'est Fantastica Mujer, c'est ça, non? C'est elle, voilà, Ouais. Isabella. Ok. Donc, t'es là, tu vois, découvres d'autres manières de faire, mais vraiment, tu découvres les similitudes et comment vraiment on s'enrichit les uns les autres. Donc, pour revenir à ta question, pour moi, la première étape, c'est déjà prendre le temps d'essayer de comprendre les autres et d'essayer de voir plus ce que vous avez en commun que ce que vous avez de différent. C'est marrant. La première fois qu'on m'a dit ça, c'était un Camerounais aussi. Je sais pas si tu connais le curateur Simon Djami, qui a, Oui, je peux. qui a Mon d'ailleurs avait Jamie. fait Africa Remix. Et il m'avait dit cette phrase-là, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Je suis Ouais. complètement d'accord. Ça résonne aussi avec une citation que j'ai mise il y a pas longtemps de Louis Massignon, qui a beaucoup travaillé sur le dialogue entre chrétiens et musulmans. Mhm. Et je crois qu'on l'appelle le halage chrétien. Bref, il dit que Ouais. pour comprendre l'autre, il faut pas se l'annexer, mais en devenir l'autre. Et ça résonne vraiment avec ce que tu dis. Mais tu sais, je suis en train de me dire quelque chose. C'est que là, je donne depuis quelque temps des cours à l'école de commerce, bref. Mhm. Et bah, il se passe que ce que tu racontes toi, forcément, quand tu arrives et tu cherches, tu vois une noire, tu dis, ah tiens, vas-y, je vais me raccrocher. Et là, je vois tous les Indiens, ils sont entre Indiens, les Les Noirs, Chinois sont... voilà, les Chinois entre Chinois, les Marocains sont tous entre Marocains. Ouais. Et en fait, donc ça, je pense que faut partir déjà de cette réalité-là. Mhm. Et en fait, je pense que peut-être qu'il faut pas chercher à ce que tout le monde devienne curieux mais peut-être qu'il faut
plutôt amplifier ceux qui ont le profil de DJ, en fait, qui sont capables de faire ces ponts-là. Parce que demander à tout le monde de faire ça, je crois même que, alors je suis pas du tout, et j'espère inviter sur ce podcast des neuroscientifiques et tout ça, parce que tu sais que notre cerveau, il veut nous protéger. Et, Oui, tout à et fait. dès qu'on n'est pas dès qu'on est un peu en inconfort, il Ouais. nous protège. Et malgré tout, s'ouvrir à l'autre, aller vers l'autre qui nous paraît différent à la base, ça nous met dans un inconfort. Et Et du coup, c'est pas tout le monde qui est capable de, non, moi, de hacker son cerveau. ah non, ça, je l'ai très vite compris. Je n'en parle pas souvent, mais par exemple, tu vois, c'est que quand j'arrive en France, j'avais d'autres camarades camerounais qui venaient de la même université que moi. Et peut-être la seule chose que je déplore, c'est que ces camarades-là ne se sont pas plus ouverts que ça. Quand tu regardes un peu leur cercle d'amis, c'est le même cercle depuis 14 ans qu'on est arrivé. À mon niveau, je comprends cet instinct de protection, de préserver le connu, etc. Mais en même temps, je trouve ça quand même un peu dommage parce que moi, si je dois juste me poser, par exemple, sur pour les voyages que j'ai faits, je suis nul hein, pour organiser les voyages. Il ne faut même pas me demander. Mais tous les voyages que j'ai faits, pour mixer, c'est parce que c'est des gens que j'ai connus en dehors, en fait. Tu vois, comment me faire arriver au Bénin, comment me faire arriver au Sénégal, comment me faire arriver en Côte d'Ivoire, comment me faire arriver en Guyane. C'est des rencontres, c'est des gens, c'est vraiment quand je suis sorti, en fait, quand je suis allé voir les autres, quand je suis allé vers les autres, et que les autres aussi sont venus vers moi. Donc, c'est pour ça que, comme tu dis, on n'a pas tous le même tempérament, on ne va pas tous forcer des choses, mais pour faire même le parallèle avec le Cameroun, par exemple, pour moi, le Cameroun, mon enfance en tout cas, vraiment chrétien, musulman, animiste, ce que tu veux, tout le monde, on est ensemble. Vraiment. Vraiment. C'est-à-dire que tu vas même avoir des musulmans qui vendent de la viande braisée et à côté d'eux, tu as un mec qui boit de la bière. Ouais, bien Vraiment, sûr. c'est pas un truc de, tu vois. Et surtout, on respectait tous les fériés. Le férié des musulmans est férié Ouais. pour tout le monde. Le férié des chrétiens est férié pour tout le monde. On va manger les uns chez les autres. Donc, sur Tabaski, on y va. On sait, tu vois. Limite, même on attend, on dit est-ce que la lune est sortie parce que demain, c'est férié pour tout le monde, en fait. Et pendant une semaine. Voilà. Mais tu vois, Chita, parce que tu dis que tes gars, après 14 ans, ils sont encore entre eux. Et, et pourtant, donc tu dis, on était tous ensemble. Mais malgré tout, tu as grandi dans une maison où il y avait la sonnette Ouais, et un grand portail. ouais, ouais. Donc, tu aurais pu être. En fait, on aurait pu plus facilement comprendre que tu sois comme tes gars, tu Tout à vois, fait. si on Tout veut à fait. Mais revenir. sans vouloir te couper, je pense que je ne suis pas comme ça parce que j'ai vu ma mère sortir. J'ai vu ma mère aller dans des milieux très différents. Et ma mère, c'était vraiment la dame à lundi, elle est ici, mardi, elle est là-bas, mercredi, elle côtoyait des gens de milieux. Et quand je te dis très différents, très différents. Ce qui fait que je pense que ça a aussi inculqué chez moi ce truc d'apprendre à connaître l'autre, en fait. Vraiment apprendre à connaître l'autre, apprendre à voir, à comprendre et avoir même cette espèce de forme d'empathie parce que l'autre réalité, hein, c'est que, on va pas se mentir, une des raisons pour lesquelles je marche aussi avec les Ivoiriens dans mon école, c'est que malheureusement à l'époque, quand tu essayais de te rapprocher des autres, on ne te laissait pas forcément la place. Mmh. Donc, Mmh. tu te retournes vers ce que tu connais. Donc, je peux peut-être comprendre que dans cette démarche-là, mes anciens camarades du Cameroun soient restés dans ces dynamiques-là. Mais moi, j'ai tellement appris en sortant dans d'autres cercles et d'autres milieux que je n'échangerais ça pour rien au monde. Vraiment pas. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand tu vois, typiquement, quand je me trouve sur une nouvelle école, c'est la personne qui me met sur une nouvelle école, c'est mon ancien stagiaire dont je te parlais qui m'a demandé pourquoi je ne suis pas DJ. Yannick, là? Ah ouais? Mais non. C'est par l'intermédiaire de Yannick qui parle de moi parce que je quitte l'entreprise, il quitte l'agence. Ok. Il se retrouve dans une autre boîte où il parle de moi à sa responsable. Elle voit un peu ce que je fais, DJ, etc. Mais non. Puis, elle aussi, elle quitte cette boîte-là pour aller chez Netflix. Et comme on est déjà en contact, elle me contacte, elle respecte mon travail, elle me dit, bon, j'ai ce truc-là, est-ce que ça t'intéresse? Moi, je dis oui. Donc, c'est pour ça que je vois trop le pouvoir d'être tourné vers les autres.
Ça a beaucoup de pouvoir. Tu me fais penser à. Tu connais ce film Yes Man de Jim Carrey, là? Enfin, avec Jim Carrey. Ouais. Tu sais, où sa vie du jour au lendemain, en fait, le gars, il a que des trucs dans sa vie, il y a Mm, rien qui se passe, il est comme ça, mm, c'est une victime un peu. Et il mm, tombe dans ce congrès où il y a un gourou un peu à l'américaine, là, mm, et c'est Yes Man. Du coup, il dit oui à la vie, nana. Et il se met à dire oui à tout. Et en fait, il lui arrive des dingueries. Alors, ça, ouais. bien sûr, ça va beaucoup trop loin parce qu'en plus, c'est un film. Mais j'avoue que ça m'a marqué ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu fais toi, finalement. Dire oui, et c'est même pas de oui à toutes les sollicitations, c'est même dire oui à justement quand tes pulsions de ce besoin de t'exprimer, de mettre. J'ai l'impression que Mm, mm. c'est un peu. Ah oui, et surtout que j'ai aussi des gens autour de moi qui me poussent, hein, quand je repense à mes petites sœurs. Tu vois, des moments où tu es Mm. dans des, ça, elle me dit, Marina, c'est toi qu'on est venu chercher. Vas-y. Vas-y. Ou alors ma mère qui aime me répéter, Marina, vas-y d'abord, on va voir après. Essaye d'abord, on va voir après. Donc, c'est vraiment c'est ça qui t'intéresse, c'est ça qui te plaît, vas-y. Lance, tente, essaye. Et, et c'est vrai que on dit qu'une passion naît quand tu te rends compte que tu es doué à quelque chose. Donc, je pense que moi, c'est toujours un peu ce qui m'a animé, tu vois. Donc, j'essaye ce truc-là. Bon, je sais comment ça fonctionne, je sais comment on fait. Ça devient un truc qui me passionne, ça devient une hyperfixation pendant un certain temps. Après, OK, j'ai coché ça, on passe au suivant. OK, je vois comment ça se passe, je vois comment on fait. Hyperfixation, OK, on passe au suivant. Et j'avais un pote qui aimait bien me dire que Marina, toi, t'aimes bien tes trucs aux alentours de 6 mois. C'est-à-dire que 3 à 6 mois, c'est le temps qu'il te faut pour comprendre comment un truc fonctionne. Après, tu passes au suivant, tu vois. Et pour moi, ça ne fait que m'enrichir. Ça ne fait que m'enrichir et j'adore partager, tu vois. C'est de pouvoir dire, regardez, ça, tu peux faire ça comme ça, l'autre, tu peux faire ça comme ça. Et c'est vrai, on me dit, enfin, la question qui revient souvent, tu dors quand? Tu te reposes quand? Je dors, hein. Y a pas de souci. Je dors. C'est juste que, je peux pas laisser quelque chose, comme tu dis, cette espèce de pulsion de quelque chose qui m'habite je sens que je peux faire ça et je ne me lance pas. Tu vois, c'est arrivé dans ma tête pour une raison, en fait. Tu vois, je me dis toujours, c'est arrivé dans ma tête pour une raison. Faut que j'essaie d'aller au bout. Là, tu vois, je regarde l'heure, c'est passé trop, Ouais. ça passe trop vite. Laisse tomber. Et en fait, il faut quand même qu'on prenne Vas-y. 5 minutes sur un sujet. Si tu le veux bien. Vas-y. Parce que c'est toujours le sujet en plus où on est le plus un peu distant, tu vois, le sujet de Ouais. l'argent, la moula. Euh, Aujourd'hui, tu parles de tes sœurs, et je voulais demander d'ailleurs à quel point elle travaille avec toi, tu vois, mais aussi, Mm. euh, est-ce qu'aujourd'hui, si t'as The Curator, Black Square, alors je sais qu'il y a Quartier Mozart, on n'a même pas encore cité, mais aujourd'hui, c'est une entreprise. C'est que là où je veux en venir, c'est que, tu vois, moi, je suis sur le projet là que je suis en train de développer. Euh, Mm. Mon truc, c'est créer un projet qui te ressemble, qui rassemble et qui te permet de vivre comme bon te semble, tu vois. OK. Créer un projet qui te ressemble. Merci pour tes partages. Je crois qu'on va se nourrir Mm. énormément de ton expérience. Qui rassemble. Merci de tes partages. Mm. On va Mm. largement se nourrir de ton témoignage. Maintenant, vivre comme bon te semble. Parce que tu l'as dit, au début, j'étais un peu naïve. La Mm. passion avant tout. Et c'est ça aussi le truc et là, j'y passe après. Tu dis, waouh, c'est bien, la passion, j'étais passionné. Il y en a Ouais. qui ont aussi bien mangé sur ma passion aussi, grâce à moi. OK. Le sujet de l'argent aujourd'hui, comment t'en es, voilà, comment t'as évolué là-dessus, comment tu fais aussi pour, et c'est ce que je t'avais mis dans le message sur Insta où je t'avais dit, où je t'avais dit comment tu arrives à allier, parce que je te le dis, on sent beaucoup d'authenticité, d'engagement, Mm. donc de sens. Mm. Et parfois, c'est difficile de se vendre, en fait, quand justement on incarne quelque chose qui a beaucoup de sens, Ouais. quelque chose qui Ouais. dépasse largement le cadre du business, et à Ouais. la fois, on doit en vivre quand même. Comment tu gères ça, toi? Je pense que j'essaye d'avoir une espèce de balance. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai mixé pour un événement de label. Je me retrouve sur cet événement de label parce que j'ai accepté d'accorder une interview à quelqu'un qui a son média à côté et qui bosse en label. Je ne savais pas que cette personne-là bossait en label plus que ça. Donc, moi, mon côté humain de partage m'a permis elle m'a posé toutes les questions qu'elle avait à me poser, mais en même temps, elle a cette position-là. Donc, ce qui fait que quand l'opportunité se présente, du fait qu'on a noué des bons rapports,
naturellement, c'est cette position-là qui va m'emmener là-bas. Et je pense que j'essaye de rester le plus vrai dans les choses même que j'accepte de faire. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'il y a des gens à qui je rends des comptes. Il y a des gens dans le privé qui vont me dire, Marina, ce projet-là, je ne sais pas trop. Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas forcément toi. Ce qui fait que ça me met des espèces de garde-fous pour, pour la suite. L'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que l'écosystème aussi a beaucoup changé. Par exemple, quand je crée Black Square, moi, ma réflexion, c'est que si je dois me faire de l'argent, ça va être par les contrats publicitaires, etc. Mais le modèle a beaucoup changé, Internet a changé, les réseaux ont changé. Donc, je comprends que c'est plus ma capacité à faire de la curation et à faire de l'analyse culturelle qui va me rapporter de l'argent. Donc, aujourd'hui, Black Square, c'est un peu une vitrine de, regardez, tenez mon flyer, et je sais faire ça, 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 je sais analyser ça comme ça. Mais derrière, tu vas avoir des agences qui vont me contacter, qui vont me dire, OK, on a peut-être besoin, on a fait telle campagne, on aimerait avoir tes retours et ton opinion sur comment on aurait pu faire X, Y ou Z. Ou alors, on a telle chaîne de restaurants, on veut travailler notre DA, on sait que toi, c'est vraiment ton point fort. Est-ce que tu peux nous orienter sur comment on peut emmener les choses? Donc là, tu Tu factures vois? du conseil, là. Ouais, je suis toujours du conseil. Après, bon, il y a l'activité DJ qui aujourd'hui est ma principale source de revenus. Faut que je dise la vérité. C'est combien, juste qu'on se rende compte, combien de dates par an? Par an, en Oh, 2024, tu as fait combien de shows, tu sais? là, À peu près. à peu près C'est quoi? C'est une cinquantaine? C'est une centaine? C'est une vingtaine? 52 semaines dans l'année. Ouais, on se rapproche de la centaine. Ah ouais, quand même. OK. On s'en rapproche, c'est-à-dire que tu peux facilement faire 2 dates Par semaine, ouais. par semaine. Ou si tu en fais moins, c'est des trucs privés parce que ça, par exemple, un écosystème que je ne faisais pas avant, c'est tout ce qui est galerie d'art ou vernissage. Donc, c'est un endroit où des gens ont commencé à m'emmener. Donc, ça me fait d'autres sources de rentrée. Tu as les milieux associatifs, tu as les événements de marque, tu as, bon, les soirées classiques comme quand on te book, quoi. Mais ouais, ça tourne principalement aux alentours de au moins un événement par semaine. Au moins. Mais toi, aujourd'hui, on vient à toi. T'as pas Pour à le prendre ton coup, ouais. téléphone, à chercher. Ça a beaucoup changé. Ça fait plaisir. Mais Parce qu'avant, j'envoyais des mails. et t'as personne qui. Aujourd'hui, Un agent. t'es toute seule, ouais, qui te fait ton booking ou quoi? Pour l'instant, pour l'instant, c'est vrai que j'ai eu cette conversation avec une autre collègue et elle me disait que, parce que je lui demandais si le booker avec lequel elle travaille, c'est quelqu'un qui lui apporte des opportunités. Et elle m'a dit que non, c'est juste que c'est quelqu'un qui lui enlève la charge mentale, Ouais. de penser, facture, etc. Et c'est vrai que si moi, je devais être accompagné de quelqu'un, ce serait Ah. peut-être plus de ce côté-là. Mais j'estime aussi que ma charge n'est pas encore telle Ouais. que je ne peux vraiment pas gérer et que je doive... Partager ton cachet. voilà. En plus, avec l'IA et tout, t'auras même pas besoin, tu verras. Tu vois? Ouais, ouais, donc, c'est ça. Et tu bosses en famille un peu, du coup? Ou pas trop? Toute ma famille au Cameroun. Ouais. T'es sûr sans retourner au Cameroun? Ouais, ma soeur qui vivait ici, elle s'est jamais Ouais. adaptée. Tu vois, c'est l'opposé de moi, tu vois. Elle est arrivée, elle a vu, elle a dit, Hein, hein. elle est rentrée. Et la dernière n'est jamais venue. Ok. Pareil, sont toutes là-bas. D'accord. Ok. Super. Bon, franchement, merci beaucoup pour toute cette générosité. Pas Excellent. de souci. Vraiment, je crois que on peut que s'inspirer de tout ce que tu nous as raconté. Non, Merci beaucoup. je suis assez fier de mon intuition, je vais le dire. Cool. Et, et merci d'avoir accepté, surtout. Qui est-ce que tu aimerais, c'est ma dernière question, promis. Ouais. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast parler de tout ce dont on a parlé? Qu'est-ce que j'aimerais? Il y a un gars que je considère comme une grosse source d'inspiration parce que
au-delà de Yannick qui m'a poussé à mixer, lui, c'est quelqu'un qui, lorsque je l'ai vu faire, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, un jour, j'aimerais faire ce qu'il fait. C'est un gars qu'on appelle Yannick. Il était DJ. Je pense qu'il a arrêté de mixer. Et c'est quelqu'un qui est très ancré aussi dans tout ce qui est promotion des cultures africaines avec une dimension contemporaine, urbaine, etc. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans son cerveau. J'aimerais bien savoir c'est quoi son parcours. Lui, enfin, quand je vois ce qu'il a déjà eu à faire par le passé, tu vois, des magazines auxquels il a eu à contribuer, les projets sur lesquels il a eu à travailler, même sur lesquels il travaille encore aujourd'hui. C'est quelqu'un que je trouve vraiment assez inspirant et bon, vu qu'il a été DJ aussi dans cette démarche de diffusion, de curation, de partage, c'est quelqu'un qui me parle beaucoup. Yannick Do. Ouais, Yannick Do. Excellent. Merci beaucoup, Chita. Et on te retrouve sur Insta. Tu partages beaucoup sur Insta. C'est ça. On va recommencer un petit peu les vidéos. On s'était un peu arrêté, là, on va reprendre. Et j'ai juste envie de dire aux gens, si vous avez des sujets dont vous voulez débattre en lien avec la culture, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, j'adore les débats. Les débats, d'accord. T'avais annoncé sur le podcast des Brouillards. Du coup, j'en ai parlé beaucoup. Donc, je vous invite aussi à écouter ce podcast. T'avais annoncé, enfin, t'avais teasé. Non, t'avais rien teasé, mais t'avais dit, ouais, j'aimerais peut-être faire autre chose, peut-être du côté Ouais, du spectacle ou monter. clair. C'est bien une soirée, mais j'ai envie d'aller plus loin. Ouais, j'aimerais faire de la création et même j'en profite même pour le dire, tu vois, parce que je l'ai pas, enfin, je l'ai dit un peu aux gens autour de moi. Mais par exemple, les soirées Trap Africa, et j'ai pas voulu t'arrêter parce que je voulais vraiment qu'on déroule tout le truc. Les soirées Trap Africa, j'ai décidé d'arrêter. Ok, J'ai décidé d'arrêter parce que je pense que la mission que j'avais à accomplir avec a été accomplie. ok. C'est-à-dire que c'était à un moment où le terrain était vierge et aujourd'hui, il y a de la proposition, il y a du choix. On peut laisser aussi les autres s'exprimer. Et aussi, oui, c'est ce que je disais dans Bruyante, j'aimerais vraiment me tourner vers de la création. Vers de la création, parce que j'ai toujours eu ce petit truc dans ma tête de un jour pouvoir faire une comédie musicale ou un truc du genre. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais faire quelque chose qui puisse mêler d'autres disciplines à celle du DJ et où du coup je pourrais vraiment faire converser les disciplines pour le coup. Initialement, je fais converser les morceaux, mais là je vais faire converser les disciplines en fait. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour 2025? Ce qu'on peut me souhaiter pour 2025, c'est de déjà réussir à partir en résidence avec ça, trouver le moyen de résidence pour développer ça. Et là, j'ai déjà enlevé un truc de ma bucket list parce que j'ai réussi à faire une expo avec mes œuvres. C'est peut-être d'en faire une deuxième, une troisième dans l'année aussi. Donc, c'est vraiment pouvoir aller m'exprimer dans d'autres domaines encore. Parce que c'est vrai que on peut parfois avoir le sentiment qu'on a fait le tour, mais moi, c'est quand j'ai le sentiment que j'ai fait le tour, je me sens pas emprisonné. Et DJ, pour l'instant, t'as pas ce ressenti? Ou il y a des moments où tu mixes et tu dis, waouh, tu vas un peu à reculons. Il y a des moments où je vais à reculons, mais depuis que j'ai commencé à faire les mashups, j'ai retrouvé un nouveau regain où, du coup, parce que les mashups, c'est de la création. C'est-à-dire que c'est toi qui te dis, si je prends cet acapella et que je mélange avec cet instrumental, je crée une version que les gens n'attendaient pas. Mhm. Et pour être tout à fait transparente, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai commencé à mixer les premiers morceaux que je téléchargeais, c'était des mashups et des edits. Que je voulais vraiment trouver le moyen de jouer la carte de la nostalgie, mais avec une pointe de nouveauté. Donc aujourd'hui, être en mesure de mélanger des trucs avec lesquels on a grandi, avec des trucs actuels, et même aller même chercher, parce que quand on parle même de faire converser, peut-être aller chercher un truc d'Afrique du Sud que je vais mélanger avec un truc du Brésil, moi, c'est mon kiff. C'est vraiment enfin, il y a des moments où je me dis, il y a que moi qui peux le faire, tu vois, d'aller chercher aller faire converser des trucs qu'on n'imagine même pas. On n'a même pas parlé de ce sujet, c'est un truc de ouf. Parce que je sais que. Oui, vas-y. Non, mais je t'avais dit que là aussi, tu vois, et là aussi, j'ai oublié même tous les trucs pourquoi je voulais absolument t'avoir pour ce premier épisode. Et, et, J'ai encore un peu de et temps. que
le chemin, bah, peut-être on peut finir là-dessus si tu veux. Alors, dans ce cas-là, regarde. Euh, Parce que le chemin que j'ai, tu sais, j'ai commencé à créer j'aime pas trop le truc de méthode et tout, mais que j'ai appelé la pensée remix. Donc, Et ouais, du coup, régulièrement, je me disais, attends, tac, tac, j'allais voir sur ton Insta les trucs, parce que t'avais fait un carrousel où ouais, justement, pour la première fois, parce que j'ai poncé pas mal de sujets sur le remix, et souvent, on reste dans le cadre musical. Bien sûr, on remonte à King Tubby, tu vois. Après, euh, mais toi, du coup, tu parles tout de suite, tu vas ouais, j'ai amené en mode remix culture. sur Remix Culture et Toni Morrison. Ouais. Je vois que tu parles de Toni Morrison, je vois que tu remontes bien plus loin que à King Tubby et dans d'autres disciplines. Et je me suis dit, ah ouais, ok, là c'est bon, on est sur la même longueur d'onde. Parce que du coup, je me dis, ouais, est-ce que je suis légitime parler de remix, c'est vrai que tout le monde en parle sous prise musicale, mais moi, je me disais que le remix, Non, il y a une espèce d'esprit du remix, en fait. oui, c'est partout. Et que tout est remix, finalement. Tout est remix. Tout est remix, c'est-à-dire que de la même manière que, enfin, moi, à partir du moment où tu crées un mood board pour créer quelque chose, tu remixes. C'est-à-dire, tu prends un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Pour faire un clip, tu as besoin d'un mood board. Pour faire un shooting photo, tu as besoin d'un mood board. Pour la musique, tu vas sampler. Pour même la création de mode, tu vas aller chercher dans les archives. Tu vas aller chercher, tu vois, à partir du moment où il y a archives, il y a remix. À partir du moment où il y a aller solliciter des influences d'ailleurs, il y a remix. Et c'est vrai que même moi, quelquefois, tu vois, je vais peut-être te sortir une phrase, une gimmick, après je vais me souvenir que, ah non, j'ai entendu ça là, en fait. Ça vient pas, ça vient pas de moi, nécessairement, tu vois. Mais pour moi, oui, la notion même de remix, c'est dans tout. C'est-à-dire que quand, par exemple, je vais voir, le drapeau des États-Unis repris, mais avec les couleurs du drapeau panafricain, c'est un remix. Bien sûr. Comment tu mélanges les choses. Et oui, comme tu dis, tout est remix. Tout est remix. C'est difficile d'arriver en disant que quelque chose, en tout cas aujourd'hui, d'arriver en disant que quelque chose est vraiment Purement original. propre. Ouais, from scratch. C'est- Mais même, si tu vas même très loin, moi, je regardais un Ouais, film l'autre fois, le gars explique comment, en fait, on trouve dans Beethoven, c'est presque du plagiat sur la dernière partie d'un morceau de ouais, Beethoven, ouais. plagiat de Mozart, note pour note, tu vois. Plagiat ou pas plagiat d'ailleurs, parce que des fois, en fait, tu sais, un jour, j'entendais. C'est juste influencé. Ouais, en fait, j'entendais un jour, je voyais j'ai adoré ce titre. Je pars, c'était un podcast, une interview de Claire Tabouret, la peintre, et elle Mhm, dit, je peins pour, en gros, je vais déformer le truc, mais en gros, je peins pour mhm, savoir ce qui me hante ou ce qui m'habite, tu vois. Et pareil, j'entends Pierre Gagnère, chef cuisinier français, qui explique que au début dans sa cuisine, il y avait beaucoup de violence parce qu'en fait, il essaie de faire sortir tout ce qu'il y avait mhm. en lui pour comprendre ce qui l'habitait. Mais quand, Et quand tu parles bref, d'archives, tu vois, ça résonne forcément. mais quand tu me dis ça, il y a un détail que je t'ai pas donné, quelquefois je raconte, mais un détail que je t'ai pas donné quand tu parles de colère, etc., c'est que l'autre raison aussi pour laquelle je me mets au DJing, c'est que, comme tu disais, je faisais un festival de streetwear depuis 3 ans. La dernière année, ça s'est très mal terminé et j'avais énormément de colère en moi. J'avais besoin de la faire sortir. Quelque part, le DJ, j'y vais aussi au culot comme ça parce que je me dis, là, il y a mon exutoire qui arrive. Là. Faut que je trouve le moyen de le faire sortir et de voir les retours positifs. Je me dis, OK. Parce que tu vois, quelquefois, tu te sens dépossédé de quelque chose et c'est quelque chose, à une époque, était ton tout. Mais de te rendre compte que tu n'es pas limité à ça parce que de ce quelque chose-là, tu allais trouver un autre terrain d'expression, une autre épiphanie même, tu vois. Et de se dire que c'est ce truc-là qui... Parce que moi, DJ, de me rendre compte des portes que ça m'a ouvertes, j'ai fait... Je n'avais absolument pas prévu. Mhm. Parce que pour moi, j'avais déjà mon petit précaré, mon petit truc, et de se rendre compte que c'est ça qui m'emmène à d'autres endroits et à d'autres espaces. Donc, quelquefois, pas du pouvoir du seum. Le seum que j'ai eu à un moment donné a aussi permis d'arriver là-bas. Et tout ça, comme tu dis, c'est vraiment une somme de... Parce que même le simple fait que tu sois une somme de toutes tes expériences,
c'est qu'on est des remixes ambulants. Normalement, tu dois tirer des leçons de ce que tu as fait par le passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et pour t'améliorer. Donc oui, il y a une philosophie du remix. Et c'est pour ça que tu penses que... Je pense que déjà, si toi, Cheetah the Curator, c'est intéressant, tu vois. Moi, déjà, Mm. je me suis dit, est-ce qu'il y a un rapport avec Tyler the Tyler, Creator, the Creator. tu vois, et que c'est une façon aussi d'avoir un naming, tu vois, assez cool. Mais est-ce que aussi, finalement, tu t'es dit, ben, finalement, DJ, déjà, ça me limite trop, ça me définit sur Mm, qu'une seule mm, partie de moi. Et finalement, tu t'es dit, ce qui regroupe tout ce que j'aime, et je me dis peut-être que même moi qui vais toujours d'un truc à un autre, dans 20 ans, je serai toujours, en fait, est-ce que tu as trouvé là l'essence même de ce que tu es, en fait? C'est exactement ça. Ouais, ok, C'est excellent. exactement ça parce que pendant un moment, et je suis en train de m'en défaire, pendant un moment, j'étais vraiment cantonné à DJ, tu vois. Mhm. Tu essaies d'expliquer aux gens, mais les gars, je fais autre chose en fait. Mais comme c'est ça qui les intéresse, c'est à ça qu'on va te cantonner. Et c'est pour ça que effectivement le curator, ça et même la notion de curation, hein, c'est peut-être il y a 3 ou 4 ans que dans ma tête j'ai vraiment percuté que non, en fait c'est ce que je fais. Moi dans ma tête je me disais je partage des trucs, mais non en fait c'est que c'est une sélection, c'est pointu, c'est Contexte particulier. voilà, c'est ça et c'est informé, tu vois. Donc c'est vrai que c'est vrai, ça se joue même parfois à des détails, hein, vraiment à des détails. Je vais te raconter une histoire. Janvier de l'année dernière, j'organise les événements pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait 3 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations qu'on fait ça. Je me souviendrai toujours un vendredi, il y a un match de la RDC et la RDC se qualifie, je ne sais plus contre qui. Et il y a un élément, il y a un des joueurs de la RDC qui, le match précédent, était devenu un mème sur Internet parce qu'il disait la justice de Dieu, il y en a. Oui, Tu vois, là, je me rappelle très ça et bien. tout, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Donc, du coup, je me souviens, on est dans la salle. Moi, j'ai pas le micro. Il y a un autre gars qui a le micro. Je sais même plus pourquoi il a pris le micro. Et il n'arrête pas de répéter la gloire de Dieu. Personne ne réagit. Il répète la gloire de Dieu, personne ne réagit. Quand le match se termine, moi, je vais prendre le micro et je crie la justice de Dieu. Tout le monde crie, il y en a. Ouais, ça se joue à des détails comme ça. Mais c'est que je suis pas congolaise, mais je comprends. Tu vois, tu sais ce que tu dois leur dire. Tu sais comment tu sais ton empathie va aller à retenir ce détail-là en particulier, tu vois, parce que tu sais qu'à ce moment-là, c'est le mot qu'il faut, c'est envoyé au bon moment. Donc, pour moi, la curation, c'est jusqu'à ce niveau de précision, en fait, tu Bien vois. sûr. Si tu dis que c'est vraiment ton sujet, il faudrait que jusqu'à ce tout petit truc-là, tu sois en mesure de viser juste, on va dire. Ça tue. Donc, Je te comprends. donc voilà. Je te comprends tellement. Je te jure. Ça tue. Merci, Chita. C'est moi. Merci beaucoup. Vraiment.